Bonsoir à tous, vous allez bien? C'est bien, c'est la première bonne chose. Et vous allez aller encore mieux après cette soirée, on l'espère. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter les trois intervenants de cette soirée qui portera donc sur le thème de face aux écrans, de l'usage au mésusage. Alors pour commencer ici à l'extérieur, nous avons Maxime Cocheteux qui est chargé de projet de l'action Média Jeunes. Alors toi Maxime, tu seras plus en charge de l'approche éducative et préventive ce soir. Tu vas bien ? Ça va bien et toi? Super. Alors à ta gauche, du coup, nous avons Gaëtan Devos, psychologue du centre Confluence. Alors là, du coup, psychologue, ce sera l'approche psychologique du sujet. Tu vas bien Gaëtan? Ça va très très bien, merci. Et pour terminer, Pascal Minotte, coordinateur du centre Crésam, qui nous donnera du coup l'approche psychosociale. Tu vas bien? Je vais bien. Alors, pour la petite info, on s'est mis d'accord avant de commencer, et je crois que ça a été un cri du cœur de chaque intervenant de dire que notre objectif ce soir n'était pas de vous faire peur ou de vous dire de craindre les écrans, mais plutôt de vous permettre à tout un chacun de rentrer avec des bonnes pratiques, des bons usages, parce que je pense que tous ici étaient d'accord pour dire que la société où on vous dit d'avoir peur, c'est fini. Et on va commencer tout de suite avec un petit tour de table. Et j'aimerais bien justement, on parle de la société, on parle d'évolution sociétale, c'est un petit peu savoir votre avis à chacun sur la place que les écrans prennent dans la société. C'est vraiment quelque chose qui a évolué, c'est quelque chose qui a complètement changé en une vingtaine d'années. Et peut-être commencer par toi Maxime, chacun avec un peu le scope, la vision de votre profession. Voilà ce que vous voyez de cette place que prennent les écrans aujourd'hui dans notre société. Maxime. Alors dans un premier temps, même avant de parler des jeunes, puisque c'est quand même mon domaine d'expertise, puisque éducation en médias auprès du public jeune, en effet, il faut se poser la question de la place des écrans dans la société en général. Aujourd'hui, on remarque que les écrans sont omniprésents, que ce soit dans les foyers, dans les maisons, quand on voit la télévision qui est toujours là, omniprésente, quand on est en train de manger, dans les moments un peu où on discute en famille, mais même en fait en dehors, dans le milieu professionnel, je pense on est sans doute beaucoup ici à être derrière un écran une bonne partie de notre journée, ou en tout cas on a ce besoin d'être face à un écran, ça peut être le GSM aussi, donc c'est omniprésent. Et donc c'est important, et donc ça fait écho à ce que tu disais juste avant, de se dire que ce débat de arrêtons d'utiliser les écrans, essayons de les proscrire, c'est quand même un peu révolu. Aujourd'hui, ils sont omniprésents, ils font partie de notre société. L'idée, c'est plus de se demander justement quelle place on veut leur donner et quel équilibre on veut trouver avec toutes les autres activités qui sont tout aussi importantes, puisque on va en revenir tout au long de cette soirée, mais les écrans ont pris une place vraiment importante, et d'autant plus pour les jeunes. Et donc là, je vais parler un peu avec mon recul et mon retour de terrain. Aujourd'hui, c'est une partie vraiment de la vie, parce qu'on a souvent ce message aussi de dire que les écrans ne font pas partie de la vie. Ce serait le monde virtuel et ce serait éloigné de la vie réelle. Pour les jeunes, ce n'est pas du tout le cas. En fait, ça fait vraiment partie de leur vie. C'est toute une partie de leur sociabilisation. C'est le fait de se créer des amis, d'avoir des relations amoureuses, le fait d'être accepté par les pairs. Donc aujourd'hui, c'est important de se dire qu'ils sont bien présents. Maintenant, l'idée, c'est vraiment quelle place on va leur donner. Et là, c'est les questions qu'on peut se poser aujourd'hui et de voir un petit peu ce qu'on en pense. Gaëtan, de ton côté, cette place que prend, avec ton approche psychologique, justement, les écrans dans la société, quelle est ta vision un petit peu? Alors, moi je dirais de mon point de vue, c'est vu que c'est quelque chose de nouveau et que l'humain n'aime pas finalement le changement, on n'aime pas les nouvelles choses, et l'inconnu fait peur. Et donc, à un moment donné, je partirais du principe qu'il faut s'y intéresser pour savoir ce qu'il y a derrière. Parce que quand on a peur, on ne va pas y aller. Alors que l'idée, nous, en tant que psy, c'est de pouvoir justement se confronter à ces peurs. Et ce qui fonctionne le mieux avec nos patients, c'est finalement de s'exposer à ces peurs. Et donc, en gros, c'est l'idée de qu'est-ce qui se passe derrière cet écran? Qu'est-ce que je vais retrouver? Est-ce que c'est finalement des réseaux sociaux? Est-ce que c'est du jeu? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est d'autres choses? Et il y a quand même beaucoup de positifs de ces écrans. L'application bancaire, par exemple, je pense que pour beaucoup, c'est super intéressant, ou d'autres choses. Et donc, moi, je dirais qu'il faut s'y intéresser, il faut y aller, il faut tenter. Il y a ça pour tous les âges, il y a des formations pour tout le monde. Et donc, d'aller voir ce qu'il y a derrière, de comprendre. Et au mieux je comprends ça, au mieux je peux finalement m'adapter par rapport à ce qu'il y a derrière les écrans. Alors, il y a beaucoup de positifs. Il y a parfois du négatif, effectivement, mais c'est au mieux je maîtrise,
au mieux j'arrive à finalement contrôler ce qu'il y a derrière. Merci. Pascal ? Alors, je ne vais pas répéter ce que les collègues ont dit, à savoir l'omniprésence des écrans dans notre société. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est le discours et le regard qu'on porte sur les écrans, qui est assez singulier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là d'un peu intemporel, c'est-à-dire le fait que les écrans inquiètent, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire surtout les écrans et l'usage qu'en font les jeunes. C'est surtout ça qui inquiète. On n'est pas tellement inquiet par nos usages en général. Hein. Rarement les adultes s'inquiètent de leur propre consommation, mais plutôt de celle de leurs enfants ou des jeunes en général. Alors, depuis l'Antiquité, cette idée que tout va volo, enfin bref, qu'il n'y a plus de jeunesse, est présente. Donc on est là sur quelque chose d'assez rassurant, tellement c'est constant. Ce qui va changer, ce que je trouve assez original et propre à notre époque, c'est que par le passé, c'était plutôt des autorités morales. C'était le philosophe Aristote, Platon, hein, qui dissertait sur la déliquescence morale de la jeunesse, etc. C'était avant des intellectuels qui nous expliquaient qu'il ne fallait pas lire Madame Bovary parce que ça allait mettre des idées un peu concupiscentes dans la tête des jeunes femmes. Aujourd'hui, on n'en est plus là. J'ai presque envie de dire heureusement. On est dans une époque qui médicalise finalement les comportements et leurs excès notamment, mais les difficultés comportementales et éducatives qu'on peut rencontrer. C'est d'ailleurs pas étonnant, c'est pas par hasard qu'on se retrouve au jeudi santé. Alors qu'on va parler de questions qui sont, j'en suis persuadé, pour 95%, voire même 99% de ce qu'on va aborder ici, est de nature et d'ordre éducatif, et des questions en lien avec l'éducation. Donc on est dans une époque qui médicalise. Alors c'est ni bien ni mal, hein. Moi je ne suis pas en train de dénoncer quelque chose, la médicalisation finalement a du bon aussi, hein. On s'inquiète de questions, on se pose des bonnes questions aussi grâce à cela, etc. Ça a aussi son revers, et je pense que c'est une des choses que j'aurais envie de faire passer comme message aujourd'hui à travers ce dont on va discuter, c'est quand même le problème et le risque qu'il y a à systématiquement médicaliser, et surtout pathologiser derrière des comportements adolescents par exemple, et des loisirs d'adolescents, adolescentaires. Il y a quand même quelque chose là qui est de l'ordre du déni de reconnaissance, du sens que ça peut faire pour l'autre, à être dans un discours pathologisant par rapport à ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous êtes en train, vous, sur vos réseaux sociaux, vous êtes plongé dans des interactions assez passionnantes, avec des liens qui font sens, etc., et puis qu'on vous renvoie juste, c'est juste la dopamine qui est en train de te driver, là, on ne va pas réussir à communiquer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un truc là, il y a du déni de reconnaissance, du sens que la pratique a pour l'autre. On est quand même dans une époque qui a tendance, et ça fait partie de la panique morale que les collègues viennent d'évoquer, c'est-à-dire la panique morale, c'est vraiment, on convoque des stéréotypes anxiogènes qui nous empêchent de réfléchir, qui nous empêchent d'être un petit peu malins, quoi, d'apporter de la nuance, d'apporter de la finesse, d'apporter un peu de clinique pour les psys, etc., dans des situations qui sont en réalité à chaque fois singulières et complexes. Donc moi ce que je trouve assez particulier à notre époque quand même, alors il y a les écrans, c'est évidemment omniprésent, mais c'est notre regard médicalisant sur les écrans et sur les adolescents et sur les difficultés qu'ils peuvent vivre, qui sont... Je rajouterai, désolé, je suis peut-être un petit peu long sur cette question, un dernier point. Les écrans, c'est aussi maintenant presque l'unique grille de lecture qu'on arrive à mobiliser pour comprendre les comportements de nos ados, en tous les cas dans nos médias. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il se passe un problème avec des jeunes. Alors dans le discours public, le discours dans les médias, etc., ça va être, oui, c'est la faute aux médias sociaux ou c'est la faute aux jeux vidéo, surtout aux médias sociaux à l'heure actuelle. Mais enfin, s'il s'agit d'un fait divers qui implique le fait de tirer des coups de feu, ce sera plutôt évidemment les jeux vidéo. Et c'est un peu comme si on était dans une difficulté à penser notre jeunesse, on est obnubilé. C'est aussi un des effets de la panique morale. Or, évidemment, les jeunes, les jeunes, déjà, c'est une catégorie quand même, bref, on pourra en reparler, mais c'est bien autre chose et ils ont des enjeux beaucoup plus fins et beaucoup plus forts que juste d'être captifs d'écran. Enfin, voilà, je vais m'arrêter là. En bref, quoi. En bref. Maxime, je t'ai vu faire oui de la tête plusieurs fois sur le discours ici de Pascal, notamment quand il a abordé les adolescents. J'aimerais bien avoir, avant qu'on continue, peut-être ton retour, justement, vu qu'on parle de la pratique des adolescents, et c'est peut-être justement... je peux me tromper, hein, mais peut-être une question que beaucoup se posent ici dans la salle, c'est de voir les adolescents qui sont fort accrochés à leur écran, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et pourtant, je te voyais dire oui, oui, c'est vrai, et en fait, c'est normal. Peut-être que tu peux nous apporter ton éclairage là-dessus, à cet usage finalement normal, entre guillemets, que les adolescents font des écrans. Oui, alors,
Nous, déjà, ça dépend ce qu'on entend par l'adolescent. Je suppose c'est à partir de la secondaire, en tout cas. Je te laisse décrire. Mais voilà, c'est en tout cas de cette manière-là qu'on a tendance à le définir quand on parle de l'adolescence. C'est dès le moment où on arrive en secondaire, donc on partirait vers les 12-13 ans jusqu'aux 18. En fait, nous, ce qu'on observe quand on parle, d'autant plus là, je vais peut-être me concentrer sur les réseaux sociaux avec les adolescents, mais en fait, ils ont très souvent conscience qu'ils passent énormément de temps sur les réseaux. Ça, c'est un premier retour où parfois quand on en discute avec des adultes, ils disent qu'ils passent beaucoup de temps, ils n'en ont pas conscience. Déjà, c'est archi faux. C'est vraiment un retour qu'on a l'habitude d'avoir, c'est bah oui, en fait, j'ai conscience que je passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, on peut facilement en fait, voir le temps qu'on passe sur son GSM avec les paramétrages. On peut voir combien de temps on passe sur telle application plutôt qu'une autre. Et en fait, les jeunes, ils font quand même pas mal attention. C'est assez intéressant de se dire, ils ont conscience qu'ils passent énormément de temps. Mais en même temps, ils ont conscience de l'importance qu'a pu prendre justement ces réseaux, et donc on l'évoquait aussi, mais ça fait partie de leur vie. De nouveau, on essaye à chaque fois de distinguer un petit peu les usages autour des réseaux et puis toutes les autres activités qui seraient considérées comme bonnes selon ce qu'on va penser au niveau du public. Mais c'est quelque chose qui est en fait hyper important pour eux et pour elles. Après, bien sûr, il y a aussi ce retour de « je passe trop de temps ». Donc ça, il y a aussi parfois des jeunes qui nous disent, en fait, j'ai vraiment l'impression de perdre un peu mon temps. Après, qu'est-ce qu'on entend par perdre son temps ? C'est très subjectif. Mais voilà, c'est aujourd'hui très très difficile. Alors nous, d'un point de vue de l'éducation aux médias, quand on arrive sur des animations autour des réseaux sociaux, l'intérêt c'est de comprendre pourquoi je passe autant de temps. Aujourd'hui, le design de l'attention des réseaux sociaux, donc à savoir les techniques qui sont utilisées par Instagram, TikTok, pour nous amener à rester sur les réseaux, les fameuses flammes sur Snapchat, les fils qui continuent à être de plus en plus travaillés via l'algorithme pour savoir exactement ce qui va nous plaire et nous amener à rester. Ça, c'est des choses pour nous qui semblent intéressantes. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais cette idée d'être plus outillé, plus armé pour essayer d'agir sur cette réflexion, pas juste s'arrêter sur « je passe trop de temps », mais de se dire « pourquoi je passe trop de temps ?» et est-ce que j'ai réellement envie de passer peut-être moins de temps ou pas. De nouveau, ça c'est aussi un avis que chacun doit se faire. On ne doit pas prendre cette décision pour les autres. En tout cas, nous, ce n'est pas notre position. Mais voilà, en tout cas, ça fait totalement écho au retour que nous, on peut avoir des adolescents, adolescentes. Et juste pour terminer peut-être, mais vendredi passé, des chiffres sont sortis d'une enquête qui s'appelle Génération 2024, qui a été réalisée, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui a été réalisée entre autres par Média Animation, et aussi par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. C'est quand même assez rare pour le souligner, mais on a très souvent des chiffres qui viennent de France. Alors c'est vrai qu'au niveau culturel, on est très proche de la France, mais ça n'empêche que c'est quand même intéressant d'avoir enfin des chiffres qui viennent de jeunes en Belgique. Il y a entre autres 3700 ou 3800 jeunes qui ont répondu à ces questionnaires, et donc ça permet un petit peu d'avoir une vue sur la pratique numérique des jeunes. Alors les jeunes, là, ça va de la première, 4e primaire, c'est une première catégorie qu'ils ont ciblée, et ensuite les 5-6 primaires, et puis tous les secondaires. Et donc ça permet déjà de bien faire des différences sur l'usage des écrans et des réseaux sociaux en fonction des catégories d'âge, puisque c'est fort différent aussi, de leurs usages qui sont fort différents, et d'essayer de comprendre un petit peu le sens en fait, qui est mis par ces jeunes derrière ces usages, parce qu'on en parlait, c'est intéressant de questionner, mais il faut aussi pouvoir comprendre quels sont les enjeux derrière. Et donc voilà, pour les adolescents, c'est super important, et on le voit dès le moment où on entre en interaction avec eux et avec elles, dès qu'on montre de l'intérêt, dès qu'on questionne les enjeux, en fait, c'est beaucoup plus simple après de discuter et de parler aussi des choses qui sont plus problématiques, parce que oui, il y en a aussi, mais c'est en tout cas une bonne porte d'entrée. Ça permet déjà peut-être de faire un lien sur les pistes qui peuvent être évoquées pour aborder ces questions avec les jeunes. Voilà. Merci Maxime. Pascal, tu voulais réagir ? Oui, juste en complément avec tout ce qui est dit, hein, la place des écrans, c'est parce que pour rebondir aussi sur cette première question là, d'où on est parti, elle pose aussi la question de la place des jeunes, notamment dans l'espace public. C'est-à-dire que, encore une fois, si on fait référence au passé, la socialisation des enfants et des adolescents, pas uniquement des ados, mais des enfants aussi, se faisait à l'extérieur. On allait dehors, socialiser avec les copains du quartier. Ça se passe encore peut-être un peu en milieu rural ou dans certains milieux populaires, mais à l'heure actuelle, clairement, l'injonction qui est adressée aux parents, c'est ne laissez pas traîner vos gosses dehors. Enfin, il y a quelque chose, un bon parent, bien de chez nous,
hein, et ben, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il ne doit pas. Et donc, les enfants et les adolescents ont investi d'autres espaces, parce que surtout les adolescents, on ne peut pas leur demander d'être en fusion permanente avec l'ambiance familiale. Avec leur job, c'est exactement l'inverse. Hein. Leur travail, c'est justement de se distancier, de s'individualiser, etc. De s'individuer. Et donc, ils vont occuper des espaces numériques, tout simplement parce que ce sont les espaces dans lesquels ils peuvent être en contact avec leur père, ils peuvent traîner avec leur père, etc. Exactement ce qu'avant ils faisaient. C'est les espaces qu'on leur laisse en réalité. Penser la place des écrans, c'est penser la place qu'on laisse à la jeunesse et pas uniquement se dire il faut faire moins d'eux. Il faut faire moins d'eux pour faire quoi? Pour être dans le salon avec papa et maman? Ça ne les intéresse pas et ce n'est pas leur job. Hein. Enfin, ne nous trompons pas d'enjeux les concernant. Enfin voilà. Merci. Gaëtan, bon, désolé, la question est un peu moins drôle, mais elle est nécessaire, parce qu'il y a quand même 3 termes qu'on entend souvent, c'est l'addiction, l'usage problématique et la dépendance, qui sont quand même 3 choses différentes. Et donc ma question, c'est, est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous expliquer quelles sont ces 3 choses différentes, et peut-être à quel moment on se retrouve là-dedans? En fait, à quel moment est-ce qu'on franchit la barrière de « oui, je suis peut-être beaucoup sur mon téléphone, oui, je suis peut-être beaucoup devant un écran », et non, il y a une addiction, il y a une dépendance ou un usage problématique. Alors, l'addiction est définie comme la tendance à faire un certain comportement avec des conséquences négatives dans la vie familiale, professionnelle et de couple. Donc, l'idée, c'est la perte de contrôle face à un comportement. Et donc, les seules addictions à l'heure actuelle reconnues au niveau international, donc par l'OMS et par le DSM-5, qui est la Bible de la psychiatrie, c'est le jeu d'argent. Et pour le jeu vidéo, c'est que par l'OMS. Même pas, je parle de DSM, même s'il est dans la partie 3, ça c'est plutôt technique. Mais voilà. Mais donc, à un moment donné, il n'y a pas d'addiction actuellement reconnue aux écrans et aux téléphones portables. Donc, ça, c'est déjà une première chose. On est sur un continuum entre du normal et du pathologique. D'accord ? Donc, on va finalement aller avec un curseur, hein, entre les deux, j'utilise et puis j'ai peut-être quelques problèmes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, on travaille sur la fonction. Quelle est la fonction finalement de l'écran, téléphone ou autre, dans la vie de la personne? Et à ce moment-là, on va voir que, effectivement, lorsque j'ai des événements négatifs, comme par exemple une rupture, la perte d'emploi ou ce genre de choses, je vais m'investir peut-être plus dans l'écran pour me mettre dans ma bulle. Et donc, à ce moment-là, ça peut devenir un problème parce qu'il y aura des conséquences négatives. Tant qu'il n'y en a pas, ce n'est pas un problème. Une chose aussi importante, c'est le nombre d'heures. Parce que je reçois beaucoup de parents qui viennent me dire « mon enfant joue 4 heures par jour ». Et là, qu'est-ce que je fais? Il est addict. Et j'ai dit « écoutez, est-ce qu'au niveau scolaire, ça va bien ?» Oui. Okay. Est-ce qu'il y a une activité sportive? Oui. Est-ce qu'il y a des moments en famille? Oui. Est-ce qu'il arrive à mettre son téléphone sur le côté ou sa console? Oui. Non, alors il n'y a pas de problème en soi. C'est juste une activité qui va s'autoréguler dans le temps parce que le jeune qui est intelligent, qui réussit bien à l'école, il a beaucoup de temps pour lui. Et ce temps-là, il l'investit dans d'autres choses, comme le jeu vidéo par exemple, qui finalement acquiert quand même des compétences qu'une personne qui ne joue pas aux jeux vidéo n'a pas. Par exemple, de l'attention divisée. J'arrive à pouvoir effectivement sur mon écran être attentif à plusieurs choses en même temps. Au niveau de dextérité, il faut savoir que certains chirurgiens s'entraînent sur des robots avec des jeux vidéo. Donc ce n'est pas non plus anodin. Et donc à un moment donné, on développe des compétences aussi via les jeux vidéo. Après, il faut que les premières conditions soient respectées, c'est-à-dire qu'il y ait une activité physique, pas de problème au niveau visuel, etc., etc. Et donc, effectivement, on est sur ce continuum normal, pathologique, avec entre les deux une dépendance ou une tendance à s'investir beaucoup dans ce comportement. Il y a aussi dans les définitions une chose qu'on oublie souvent, c'est le temps. C'est-à-dire, il faut 12 mois d'un comportement répété. Donc, c'est-à-dire, si j'ai une rupture et que je vais m'investir 1 mois à fond dans les écrans et qu'après j'en ressors, je ne suis pas addict. J'ai utilisé quelque chose pour, entre guillemets, essayer de gérer mes émotions à ce moment-là. Petite question simplement, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis. Est-ce que parfois le fait d'essayer de les décrocher, ça ne peut pas justement renforcer le comportement?
Le fait de les décrocher. Souvent, en fait, vu qu'on voit les enfants qui passent beaucoup de temps sur les écrans, est-ce que le fait de dire tu lâcherais pas ton écran, ça va pas un peu justement, vu que l'adolescent, comme l'expliquait Pascal, il veut se séparer de ses parents, ce comportement de défiance, il va le garder finalement? Oui, parce qu'on va interdire quelque chose et donc l'adolescent aime passer au-dessus des règles et donc va se confronter face aux parents. Et donc, alors, j'ai pas dit non plus que les enfants ont raison sur tout. On est bien d'accord, mais à un moment donné, c'est une discussion, c'est un dialogue avec des règles, mais des règles pour tout le monde. C'est-à-dire, si les enfants ne peuvent pas avoir de téléphone portable à table, les parents non plus, même si c'est pour le boulot. Hein, oui, mais moi, c'est des mails du boulot. Ok, mais c'est un moment en famille. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut pouvoir définir des règles ensemble. Et comme Pascal disait, c'est important que l'adolescent puisse aussi rentrer en conflit avec le parent pour développer sa personnalité. Et donc, à un moment donné, beaucoup de parents à l'heure actuelle ne veulent pas ça. L'enfant doit être sage. L'adolescent, on a tous été adolescents. Certains parents ont pris cher, je pense, à certains moments. Voilà, parce que c'est normal, ça fait partie d'une évolution normale. Mais on va pathologiser un peu tout. On parlait... voilà, à un moment donné, on va tout pathologiser. Et lorsqu'on regarde, par exemple, la littérature, il y a des articles sur les addictions, par exemple, au tango argentin. Est-ce que quelqu'un fait du tango argentin? Attention, ça peut être problématique. Ou à la voyance. Il y a 2-3 papiers qui sortent là-dessus et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut être addict à un comportement comme ça? La pêche, par exemple, si on transfère certains critères de l'alcool à la pêche, je peux être addict à la pêche ou à la lecture. Et donc, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de pouvoir se dire, mais attention, tout comportement peut devenir un problème. Alors, dans ce dont on discute, c'est finalement, qu'est-ce que j'investis dans les écrans? Quel est finalement ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est, dans mathématiques, le jeu d'argent? Alors là, oui, il va avoir des conséquences négatives, principalement financières, dans un premier temps. Est-ce que c'est les jeux vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Mais on n'est pas addict, et ça, c'est une chose importante, je pense, on n'est pas addict à un téléphone portable, on n'est pas addict à un monde virtuel. Pourtant, le terme Internet Addiction, c'est le terme le plus utilisé dans la littérature à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on peut être addict à un monde virtuel? C'est pas possible. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Ou être addict à un téléphone portable, non, on est addict à quelque chose sur le téléphone. Et là, à ce moment-là, ça a du sens. Enfin, au niveau clinique. Hein. Mais donc voilà. Je vois que Maxime, tu voulais réagir? Ouais, juste, parce que pour moi, ça évoque aussi autre chose au-delà de ça, c'est le fait qu'il y ait des activités qui sont valorisées, qui sont acceptées dans notre société et d'autres qui le sont beaucoup moins. Dans le fait justement dans des moments en difficulté où un jeune va peut-être vivre une rupture, on l'entend en fait de plus en plus aussi, et entre autres, puisque aujourd'hui il est devenu le premier youtubeur français, mais je pense entre autres à Thibaut InShape, et donc avec toute cette culture autour de la musculation et du corps en fait en général, il y a beaucoup de jeunes qui, face à une rupture, vont tout d'un coup se mettre au sport et vont se rendre à la salle de musculation 6-7 fois par semaine pendant 2 heures et ils vont consacrer énormément de temps là-dessus. Mais en fait, aujourd'hui, quand on parle de ça, on va se dire c'est quelqu'un qui fait attention à sa santé parce qu'on associe à chaque fois le sport de cette manière-là. Mais comme pour tout, l'excès nuit en tout, en fait. Et donc, c'est assez intéressant de voir si un jeune consacre beaucoup de temps et va à la salle de musculation, on va quand même beaucoup moins s'inquiéter. Là où si justement un jeune décide à un moment donné dans une période plus difficile de consacrer 3 semaines, 1 mois aux jeux vidéo pour peut-être lutter contre certaines pulsions et passer au-dessus justement de cette difficulté, c'est tout de suite beaucoup moins accepté. Pour moi, ça amène beaucoup de questionnements en fait, sur la vision qu'on a et des jeunes, mais aussi des pratiques des jeunes et de ce qui est valorisé ou pas. En effet, moi je parle là de musculation, mais le livre aussi de manière générale est aujourd'hui bien vu, ça n'était pas le cas à l'époque, ça évolue sans cesse. Je pense qu'à un moment donné, le jeu vidéo sera bien vu, ça sera autre chose qui sera mal vu, parce que c'est cyclique en fait, mais voilà, je pense que c'est aussi des choses où il faut pouvoir se poser et se poser la question de pourquoi en fait j'ai cette vision si négative au préalable de cette activité plutôt qu'une autre. Spoiler alerte, en effet, il y a un climat aujourd'hui qui est assez anxiogène auprès des médias et de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre autour de ces réseaux et des écrans. C'est peut-être là où il faut peut-être aussi creuser, essayer d'avoir un peu de recul sur la vision qu'on peut avoir de ces médias et de ces réseaux sociaux. En tout cas, si vous devez vous remettre d'une rupture, évitez le tango argentin apparemment.
C'est très très addictif. Pascal, Je dois rajouter. tu fais du tango argentin? Non, mais j'ai joué aux jeux vidéo. Pour mes recherches, je tiens à le préciser. Mais justement, dans mon travail, notamment de chercheur et de clinicien, mais beaucoup de chercheurs aussi, j'ai eu l'occasion de récolter beaucoup de récits de vie de joueurs de jeux vidéo qui, eux, sont suivis en thérapie. Mais donc, on parle de joueurs qui sont effectivement impliqués dans des pratiques de jeu durant parfois plusieurs années, qui sont totalement envahissantes. Ils ne font quasiment plus que ça, c'est-à-dire, même si le nombre d'heures, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, le nombre d'heures n'est pas en soi un critère, mais enfin, ce sont des personnes qui, pendant plusieurs années, jouent 13, 14, 15 heures par jour. Pour un peu donner une idée, on n'est pas du tout sur le jeune ado qui est sur ses 3-4 heures, 5 heures, on est bien au-delà. Et alors, ce qui est vraiment le point commun entre tous ces joueurs, c'est que derrière cette pratique et l'intensité de cette pratique, il y a une souffrance. Je pense que c'est vrai qu'on peut définir en termes de les usages problématiques comme étant finalement des usages qui causent des problèmes et on ne change pas son comportement malgré les problèmes que ça génère. Encore faut-il se mettre d'accord sur qu'est-ce qui pose problème. Peut-être que l'ado n'a pas la même définition du problème que les parents. Enfin, il y a aussi un aspect familial et systémique dans l'histoire, mais surtout à chaque fois, parce que c'est ça la difficulté finalement, d'essayer d'arriver à faire la différence entre un adolescent qui est très investi dans le jeu vidéo parce que c'est une passion, comme tous les loisirs peuvent être l'objet d'une passion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça finalement, ou est-ce que finalement sa pratique est liée à une souffrance à laquelle il essaye quelque part d'échapper, est-ce qu'il essaye de réguler ses émotions négatives, est-ce qu'il essaye de compenser quelque chose. Et là il y a vraiment, là pour le coup c'est pas toujours évident de faire le distinguo, et c'est vrai que si on se pose des questions, et ça si je pense à ça, c'est aussi par rapport à cette question, quand on essaye de les faire arrêter, ils peuvent se cabrer, quoi. Ils peuvent éventuellement résister un peu. Mais parfois, le fait de résister, quand on leur demande d'arrêter, si on est dans des situations vraiment d'usage qu'on pourrait qualifier de symptomatiques, moi je préfère cette expression, qui sont le symptôme d'une souffrance importante, quand on est dans c'est aussi un réflexe qui peut être un peu un réflexe de survie, dans le sens, non, le jeu vidéo, ça m'aide vraiment à tenir debout. Ça m'aide, c'est un des derniers trucs qui m'aide à rester un peu. Et donc, c'est clair que mon parent, là, il se fixe sur le jeu vidéo, mais en fait, le vrai problème, c'est pas le jeu vidéo. C'est ce qu'il y a derrière, c'est la souffrance, je sais pas. Mais alors, en termes de clinique, ça ouvre à une clinique très généraliste. Ça peut être un peu tout. Ça peut être tout. Des parents qui divorcent de façon conflictuelle. Ça peut être je suis harcelé à l'école. Ça peut être j'ai été abusé dans mon enfance. Ça peut être ma petite sœur est abusée par papa, il est alcoolique. Ça peut être. Enfin, je vous dis, là, j'ai tous des exemples très concrets. Donc, on est vraiment sur une clinique très généraliste qui sont un peu c'est le quotidien, mais en tous les cas, les psys, des choses que les psys rencontrent très régulièrement quand ils travaillent avec des adolescents. Et tout simplement, là, le symptôme jeu vidéo excessif, c'est plus qu'un symptôme, c'est une stratégie mise en place par la personne pour essayer de tenir le coup, quoi, et d'échapper à cette souffrance-là. Mais on rassure, c'est pas parce qu'un ado joue aux jeux vidéo qu'il est harcelé à l'école. Non, c'est justement ce que je suis en train. Pour le coup, c'est la complexité, c'est un peu ce qu'il faut essayer de voir, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a derrière. Pour moi, c'est l'élément, mais alors c'est pas toujours évident à voir. L'élément le plus discriminant quand je suis en train de travailler, quand je suis face à une situation, c'est vraiment cette histoire de la souffrance. Est-ce que la pratique est rigidifiée, est devenue fort rigide parce que derrière, elle est tendue par une souffrance. Merci. Oui, Gaëtan ? Pour donner un peu des chiffres, pour que les gens... Donc, lorsqu'on regarde tous les joueurs, et ça c'est vrai dans toutes les addictions comportementales, on a entre 0,5 à maximum 5% de la population qui peuvent développer un problème avec le jeu vidéo, jeu d'argent ou autre. Donc on est vraiment dans quelque chose de minime, et comme tu disais, c'est des gens qui, effectivement, sont en décrochage scolaire depuis 3 ans, il y a vraiment, effectivement, des signes forts, et c'est pas quelqu'un qui va jouer 3 heures, 4 heures par jour. On est vraiment là plutôt dans le passion versus addiction, où là, je peux pas faire autrement. Il y a quasiment plus de plaisir, en fait. C'est je joue de manière automatisée. Et donc, je joue, c'est pour ne pas venir dans le monde réel, où finalement, il y a plein de problèmes au sein de ma famille, au sein du couple, au sein de mes parents, et il y a plusieurs situations où l'enfant a compris que les parents ne sont pas d'accord sur l'éducation, il sait où il faut taper, et il a gagné. Mais le problème vient aussi de l'éducation des parents, de définir finalement c'est quoi une éducation commune. Et donc l'enfant comprend vite, et tous les enfants comprennent très très vite, et ils savent où pointer, et
ils vont dedans et ça marche à tous les coups. Et les parents s'engueulent. Et il y en a un qui cède et l'autre qui non, je ne veux pas. Et ça va jusqu'à... Non, mais j'ai eu un jeune comme ça. Ça va jusqu'à balancer dans la piscine tout pour ravoir sa console. On est dans des trucs assez dramatiques, des drames familiaux, mais ça va très très loin, jusqu'à frapper la maman, enfin voilà. Avant les adolescents, parce qu'on a parlé beaucoup d'adolescents, je propose qu'on rétro-pédale un petit peu, parce que justement, on en parlait un petit peu en off avant le début de cette conférence. Maintenant, on vit dans un monde où les écrans, ils sont là. De toute façon, ils sont là pour tout le monde. Et nous, on est quand même toujours un petit peu une génération, je pense que c'est la plupart du cas pour tout le monde ici dans la salle, on est une génération qui n'a pas eu les écrans tout de suite quand on est né. Oui, ils étaient déjà là, notamment par la télévision, mais ils n'étaient pas aussi omniprésents qu'aujourd'hui. Moi, ce que je voulais te demander, Maxime, c'est les futurs parents, les jeunes parents, c'est quoi? Parce qu'on voit un jeune enfant, il est à un écran, il est super attiré, une tablette, ils savent tout de suite utiliser. Comment est-ce qu'on amène à la bonne utilisation, la bonne pratique, bon usage des écrans? C'est une grande question et je pense que si on avait une réponse toute faite, j'arrêterais de faire mon métier. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est déjà, et ça a déjà été évoqué, ça dépend vraiment d'un enfant à l'autre. Un enfant n'est pas l'autre et donc c'est vraiment important de pouvoir garder ça en tête aussi. Après, quand on parle des enfants, et là j'entends même des très très jeunes enfants, aujourd'hui il y a quand même des choses qui sont évoquées et là je pense que vous en parlerez encore sans doute mieux que moi. On entend aujourd'hui de plus en plus se dire quand même avant 3 ans, c'est quand même bien d'éviter les écrans. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Alors là, je laisserai... Alors, je vois le grand sourire, j'avais hâte de... Je pensais justement au fameux 36912 qui est émis par M. Tisseron, qui est un très très grand chercheur que je vais critiquer ici, mais il n'y a aucune étude à l'heure actuelle qui a démontré avant 3 ans qu'il y avait des conséquences négatives sur l'enfant. À ma connaissance, et pour aller voir la littérature assez régulièrement, ce sont des recommandations. Je pense qu'il faut effectivement adapter, et comme tu disais, en fonction de chaque situation. Et lorsque j'ai fait une conférence, j'ai 4 enfants, il y en avait 2 en dessous de 3 ans et 2 au-dessus de 3 ans. J'imaginais mal mettre mes 2 grandes filles devant la TV et mes 2 gamins derrière la porte en disant « Écoute, t'as pas 3 ans ». C'est un drame familial. C'est une soirée privée ici. Non, mais à un moment donné, c'est pas possible. Concrètement. Et donc, effectivement, il y a des recommandations. Maintenant, il faut quand même se baser sur la littérature scientifique. Alors, oui, il ne faut pas mettre 12 heures d'écran à un gamin de 6 mois, on est bien d'accord. Je pense que c'est du bon sens. Mais effectivement, avoir ces 3, 6, 9, 12 permet d'avoir des repères. Maintenant, il ne faut pas non plus être strict à 100%, je pense, par rapport à ça. Je vais me permettre, du coup, Pascal, c'est une image qu'on voit souvent circuler sur les réseaux sociaux, et c'est un peu l'évolution de la société, finalement. C'est cette image où on met en confrontation, en parallèle, une photo avec des enfants qui jouent dans la rue, au ballon, dans un parc, qui sont sur des balançoires, et puis en fait, à le même endroit où c'est des enfants, mais ils sont tous sur leur téléphone. Et souvent, les commentaires qu'on voit avec ces photos, c'est... voilà, c'est la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est vraiment triste. Toi, de ton point de vue, c'est triste? C'est normal? Déjà, c'est un peu faux. C'est-à-dire que les enfants, ils font autre chose que... Je ne sais pas de quel âge on parle déjà, et puis les enfants, mais même les adolescents font autre chose aussi que d'être sur leur... Moi, j'ai aussi 4 enfants. Je vais aller chercher mes gamins à l'école, je les vois en train de jouer dans la cour de récréation entre eux. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas tous sur un smartphone. Bref, je nuancerai quand même très fortement déjà ces images, ces stéréotypes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense, ces stéréotypes anxiogènes et diabolisants qu'on va mobiliser et qui finalement, effectivement, nous empêchent de réfléchir un peu toute la complexité, la nuance des choses, de ce qui se passe. Après, les enfants... C'est-à-dire que le problème des écrans, je pense qu'à l'enfance, durant l'enfance, c'est que là, ça fait un moment qu'on mobilise la métaphore drogue, comme j'appelle ça. Bref, c'est-à-dire qu'on va comparer les écrans à un toxique. Et c'est clair que, mobilisant cette métaphore, on va se dire, un enfant de 2 ans qui passe devant un écran, il y a un truc qui va se passer, magie, et puis son cerveau va devenir différent.
Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Là, pour le coup, on n'a pas d'études qui démontrent finalement des mécanismes qui viendraient agir sur le... Non, cette métaphore du toxique, c'est une métaphore et qui, de mon point de vue, est assez inefficace. Je prendrai les choses, et là je vais rebondir sur la tonalité que tu voulais donner à la conférence en disant plutôt voir vers quoi on veut aller plutôt que ce qu'on doit craindre, et on est totalement là-dedans ici. Les jeunes enfants, ils ont des besoins effectivement en termes de stimulation. Des besoins que les écrans ne peuvent pas, surtout les tout petits, leur fournir. Et donc dans ce sens-là, un enfant qui passe toute sa journée, mettons 12 heures par jour face à un écran, eh ben, il est complètement en carence par rapport aux besoins qui sont les siens. De la même façon que si vous le mettez un tout petit dans un maxi-cosique, vous le regardez passer le train, quoi. Il y a un moment, forcément, il va avoir un retard de développement parce qu'il n'est pas assez stimulé. Les enfants ont besoin de stimulation, par exemple, qu'on leur parle, etc., un minimum d'attention, d'investissement affectif. Donc on peut imaginer effectivement des situations dans lesquelles, parce que les parents sont débordés par plein de choses, parce qu'ils vivent eux-mêmes des choses très compliquées, ils sont même éventuellement déprimés, saturés par leur boulot, que sais-je, dépassés, la vie moderne, quoi. Des situations dans lesquelles les enfants sont un petit peu délaissés, effectivement, et du coup, pour les occuper, on leur met des écrans, et on obtient, d'un point de vue statistique, une forme de corrélation entre beaucoup d'écrans et des enfants qui présentent des retards plus ou moins légers tout simplement parce qu'ils sont moins investis et moins stimulés que d'autres enfants qui éventuellement vont aller devant des écrans, peut-être même tout autant, mais qui seront, quand ils ne sont pas face à un écran, qui sont stimulés, à qui on va parler, par exemple, je pense aux tout petits. La stimulation en termes de langage, par exemple, est très importante pour stimuler le langage, parce que dans les premières années, les écrans ne vont pas permettre au tout début au langage de se développer. Le langage se développe dans la relation, par exemple, pour prendre un exemple, quoi. Donc, effectivement, ce qu'on entend parfois avec il y aurait plein de nuances à mettre, je rejoins tout à fait ce qui a été dit dans cette idée, pas d'écran avant 3 ans. Ça contribue à culpabiliser, alors surtout les mamans, hein, qui sont un peu les responsables du dossier santé à la maison. Et finalement, de façon pas toujours très réaliste, pas très en phase avec leur réalité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si vous êtes une maman solo, le matin, vous avez éventuellement 2 enfants, dont un de 2 ans qui est infernal parce que c'est l'âge où ils sont difficiles et que vous devez en même temps prendre votre douche, faire les mallettes, etc. Qu'est-ce que vous faites? Tisseront que par ailleurs j'adore, enfin voilà, mais vous préférez allumer la télévision et ne pas trop écouter. Enfin, c'est normal, vous faites ce qui fonctionne tout simplement. Vous n'allez pas commencer à le lancer sur un jeu de société alors que vous devez préparer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a un moment, il faut être réaliste et il faut être en phase avec la réalité des gens. Parce que c'est bien de donner des conseils aux gens quand on n'a soi-même pas 4 enfants à s'occuper, etc. Et peut-être qu'on ne l'a jamais fait de sa vie. Mais après, il faut voir ce que c'est la réalité concrète. Je pense qu'il y en a dans la salle qui voient plus ou moins de quoi on parle. Hein? Et après, il y a quand même, lorsqu'on regarde ce que les enfants voient à la TV, il y a quand même beaucoup de dessins animés très très éducatifs. Hein. Je veux dire, les Super Wings par exemple, mes enfants ont regardé ça. On parcourt effectivement les pays à travers le monde, on voit les cultures, on voit quelles sont les habitudes, etc. À notre époque, c'était la vie. J'ai compris bien plus tard que c'était le corps humain, mais voilà. On peut pas être... Mais donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et avec les tablettes, par exemple, il y a aussi tout ce qui est dextérité où on a des jeux et donc ils vont, alors autant on va regarder la TV, on est plutôt passif, autant on est sur une tablette en train de jouer et parfois à 2, on est acteur, donc c'est comme un jeu plateau, mais on est sur un écran. Mais il ne faut pas faire que ça, il faut effectivement diversifier pour justement avoir toutes les compétences et toutes les connaissances nécessaires. Maxime, je te vois au-dessus de la tête et justement, je voulais aussi te demander en complément, réagis, je t'en prie, mais je voulais aussi te demander en complément justement le rôle que l'éducation a à jouer là-dedans et si aussi les écrans peuvent servir pour cette éducation. Alors déjà, juste pour réagir par rapport à ça, c'est intéressant parce que là, on s'intéresse au contenu aussi. C'est quelque chose où on s'arrête toujours aux écrans et on généralise un peu le tout. En effet, tout type de contenu n'est pas semblable. Et donc, il y a des contenus qui vont être plus appropriés que d'autres en fonction des âges. Et puis, il y a des choses qui vont développer aussi certaines compétences, dont les exemples qui ont été cités. Donc ça aussi, c'est important de nouveau à pouvoir mettre en phase. Et puis, l'éducation, pour répondre à la question, oui, c'est super important. Mais
pas que pour les écrans, hein. De nouveau, là, on parle d'un sujet très spécifique, mais en fait, l'éducation, elle est omniprésente, et ce pour tout. L'humain s'adapte en effet très très bien, mais s'il est bien éduqué, bien outillé, ça se passe d'autant mieux. Et l'éducation média, dans ce cas-là, puisque là, c'est vraiment en plus mon domaine d'expertise, et donc ce où là, c'est intéressant par rapport aux médias, c'est en effet de comprendre et d'essayer, de tester. Et par rapport à la posture, en effet, ça dépend toujours un peu de la situation de chacun et de chacune. Et en effet, si on est deux parents avec juste un enfant et on a le temps de pouvoir s'en occuper, c'est tout de suite beaucoup plus simple que pour une famille monoparentale avec 4-5 enfants. On est tout à fait d'accord. Là où, en effet, c'est une force et c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, nous, c'est cette idée d'accompagnement, en fait. Des fois, on entend ce discours aussi de parents de se dire, en fait, c'est difficile pour moi de prendre ce temps, mais dans le fond, de juste se dire, je vais discuter un petit peu avec le jeune et juste regarder un petit peu ce qu'il est en train de regarder, ou peut-être jouer aussi avec l'enfant quand il joue aux jeux vidéo. En fait, c'est la base de pouvoir amener une discussion, un dialogue autour du contenu, pouvoir comprendre ce qui est intéressant autour de jeux vidéo, et puis d'essayer de montrer aussi de l'intérêt. Ça paraît bête, mais l'enfant constate très très vite si les parents sont intéressés ou pas par ce qu'il ou elle est en train de faire, et donc ça l'amène aussi plus facilement à pouvoir en discuter. Et ça, en fait, c'est un fil rouge tout au long de la vie d'un enfant et puis d'un adolescent ou d'une adolescente, parce que dès le moment où le jeune sent qu'il va être écouté, qu'il est compris par les parents, où il voit de l'intérêt, si un jour il a une difficulté, et ça c'est un retour que ça me permet de faire aussi étalage un peu de retour de jeunes qu'on peut avoir sur la question du cyberharcèlement, entre autres, qui est une grosse problématique pour laquelle on est souvent appelé dans les écoles, et on se rend compte que c'est bien une crainte aussi de parents. Le cyberharcèlement en tant que tel, s'il y a un cas, et qu'il existe, si l'enfant remarque qu'il y a eu des discussions avec les parents déjà depuis le plus jeune âge, il va se sentir plus à l'aise de pouvoir en discuter, de pouvoir essayer de trouver une solution. Là où justement, quand on a un manque de discussion et de dialogue autour des usages, autour des écrans, même qu'on parle d'interdiction, en fait, le jeune va avoir beaucoup plus de mal à vouloir dialoguer et à vouloir raconter ses problèmes. Et ça, c'est quand même assez interpellant aussi, parce que si les enfants ne peuvent pas discuter entre amis, parce que parfois c'est toujours assez complexe d'en discuter, parce qu'on a la peur d'être jugé à l'adolescence. C'est difficile d'en parler auprès des professeurs et de la direction. Ça, c'est des chiffres aussi qui sont revenus dans la génération 20-24, où en fait, quand les enfants ont des difficultés ou rencontrent des cas de cyberharcèlement, ce n'est pas du tout les premières personnes vers qui ils se tournent. En fait, les parents sont souvent cités, mais si on n'a pas cette communication préalable et cet intérêt réciproque, c'est difficile pour les enfants de pouvoir en parler. Donc de nouveau, l'éducation et l'éducation aux médias, dans ce cas-ci, est super importante. Merci Maxime. Alors, j'ai une question qui me tient à cœur, parce que quand j'ai vu le thème de cette conférence, je me suis dit, je vais enfin savoir, je vais enfin avoir ma réponse. Et c'est quelque chose qui est souvent pointé du doigt et que j'entends souvent pointer du doigt aujourd'hui. Donc voilà, l'enfant a un petit peu grandi, les écrans sont acquis au quotidien, etc. On va au restaurant et on met l'enfant sur une tablette ou sur un téléphone pour lui mettre un film, pour l'occuper. Bonne ou mauvaise idée? Pascal, peut-être? Oui, c'est ça, je ne vais pas me faire que des amis. Je vais pour toi après. Alors je sais que c'est vraiment le genre de choses qui fait bondir beaucoup de monde quand on voit ça, et en même temps, il faut parfois être, parfois il faut être pragmatique. Enfin, je sais pas, il faut se mettre peut-être à la place des parents. Je ne sais, ça dépend vraiment. Là, je ferai du cas par cas. Un enfant n'est pas l'autre. Certains enfants peuvent être très difficiles à gérer dans certaines situations. Et quand on n'a pas connu ça, c'est mal placé de donner des conseils, j'ai envie de dire. Et donc, je ne jetterai pas la pierre. Je ne pense pas que ce soit nécessairement l'idéal en toutes circonstances, entendons-nous bien. Ceci étant, je pense qu'il y a quand même un intérêt à porter à la situation chaque fois singulière pour essayer de lui donner du sens, plutôt que de juger et de jeter l'opprobre sur ce type de configuration. C'est un peu de langue de bois, mais... Non, il sourit, il rigole parce qu'il sait qu'il va avoir la même question. Du coup, Gaëtan, peut-être ton point de vue... Moi, je dirais, c'est quelle est la place qu'on a envie de donner à l'enfant au restaurant. Déjà, souvent, il nous accompagne parce qu'il n'a pas le choix. Souvent, il est en bas âge et qu'on ne peut pas laisser seul à la maison.
Et est-ce qu'on a vraiment envie que l'enfant participe à la discussion? Si oui, ben on va l'intégrer. Et donc on doit donner la possibilité à l'enfant de pouvoir s'exprimer sur un sujet. Et si les adultes veulent parler entre eux, ce qui est souvent le cas au restaurant, ben, alors là, effectivement, l'enfant va s'ennuyer. Soit on prend autre chose que les écrans, mais s'il n'y a pas d'autre chose, voilà. Et l'exposition sociale face à un enfant qui fait une crise au restaurant, c'est pas gai. C'est comme au supermarché, quand on dit non à quelque chose et que l'enfant se couche par terre, ce qui est déjà peut-être arrivé, si j'entends quelques rires, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'assume mon rôle de parent et je tiens ferme et je me prends des regards autour de moi, ou est-ce que je cède pour qu'il arrête? Et j'ai pas la réponse. Moi, ce que je mets en place, c'est que je me couche avec mon fils et on se marre, gère tout seul. Et puis lui, il va se rendre compte, bah oui, finalement, c'est pas l'effet escompté. Et les gens me regardent peut-être comme un fou. Voilà, peu importe. Mais donc voilà, mais ça c'est chacun, ça c'est propre à chacun. Et donc voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a sa réponse à soi. Quelle est finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire au restaurant avec mon enfant? Est-ce que je le prends parce que j'ai pas le choix? Et donc peut-être que l'écran peut être utile pour que je puisse discuter à mon aise avec les amis avec qui je suis ou avec ma compagne, ou est-ce que je veux intégrer tout le monde? Et là, c'est une discussion partagée et on écoute l'enfant et son point de vue, même s'il pose 20 fois j'ai la même question. Ce qui me rassure, c'est que tu t'es pas encore couché par terre, du coup c'est que ça se passe bien pour le moment. Pas encore, mais ça peut arriver. On sait jamais quand... alors, je vais juste enchaîner là-dessus, parce que je pense que ce qui dérange les gens, c'est qu'ils voient ça comme une solution de facilité. Ce que j'entends souvent quand il y a la situation qui se produit, c'est « Oui, mais ils auraient pu prendre un livre, ils auraient pu prendre un carnet de coloriage, pourquoi un écran ?» Parce que c'est quelque chose de hyper facile et en petite version. Un livre, effectivement, ça peut être intéressant, mais il faut voir déjà l'âge de l'enfant. Il y en a qui ne savent pas lire. Et donc voilà, il faut aussi revenir dans le temps, c'est que la lecture n'était pas forcément valorisée à certaines époques, ou était dédiée qu'à une population d'instruits. Dans les années 60-70, quand le livre de poche est arrivé, qui pour moi c'est magnifique, pour certains, c'était vu comme on donne au peuple la possibilité de s'instruire. C'est horrible. Non, mais il y a quelques vidéos comme ça qui sont extraordinaires, où il y a un monsieur qui est un instruit, qui est de la haute, j'imagine, et qui dit mais c'est une aberration. Donc tout changement dans la société. Donc à un moment donné, je dirais un livre ou une tablette, il y a des livres sur des tablettes aussi. Et c'est utile pour certaines personnes qui ont des problèmes de vue. Donc voilà, il y a même des livres audio maintenant. Donc voilà, je pense que c'est pas mal en soi, du moment qu'il y a, effectivement une utilisation correcte de l'écran avec des moments d'activité physique, des moments de partage, d'échange et autres. Je pense que c'est pas un souci en soi. L'enfant grandit. Je vous lâche avec ma question. Sinon, je sens qu'on va le retrouver sous la table. L'enfant grandit et justement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui prend énormément de place et qui passe par les écrans, outre le jeu vidéo, bien entendu, c'est les réseaux sociaux, les médias tout court. Et là, Maxime, je vais me tourner vers toi. Est-ce qu'il y a un bon moment pour introduire les enfants à ces médias? Comment on les introduit à ça? Parce que rapidement, on a toujours le copain, la copine qui est déjà sur Instagram, qui est déjà sur TikTok, et donc on a envie de rejoindre. Et je sais notamment, je reprends l'exemple de TikTok, c'est une plateforme qui fait excessivement peur aux parents parce qu'on parle de dérives, etc. Quand est-ce qu'on amène à ça? Comment? Voilà. On interdit, on n'interdit pas. L'interdiction, je pense, n'est jamais une bonne solution, mais... c'est marrant parce que le discours un peu de peur autour de TikTok, il n'est pas bien différent de ce qui a pu exister avec Instagram avant, avec Snapchat, avec Facebook, dès le moment où les parents en fait n'étaient pas dessus, dès le moment où ils n'avaient pas forcément de connaissances. Et en fait, c'est là, je pense, où on est sur un point assez important de l'éducation aux médias, à savoir c'est toujours l'inconnu qui fait peur. Et l'idée, c'est de s'y intéresser. Donc nous, en tout cas, quand on aborde ces questions et qu'on vient dans les classes pour éduquer les jeunes aux médias par rapport aux réseaux sociaux. Très souvent, ça commence en 5-6 primaires. Maintenant, on observe de plus en plus de jeunes de 5-6 primaires qui sont sur les réseaux sociaux.
On est parfois appelé en 3e, 4e, et là on observe qu'on est plus lié à une panique un peu morale des professeurs qui se disent je pense qu'il est sur TikTok, et en fait quand on demande aux jeunes, personne n'est sur TikTok. Donc ça c'est aussi intéressant d'observer parfois les attentes qu'on a et la réalité. Mais quand on demande justement au 5e, 6e primaire, quand on aborde ces questions, on a soit des jeunes qui sont sur ces réseaux une fois toutes les semaines, et dans ce cas-là, c'est avec papa et maman, ça a été discuté, et ils ont créé le compte ensemble. Il y en a d'autres où, en exerçant une petite pression sur papa et maman, on a quand même réussi à avoir une connexion, mais alors c'est grâce au compte justement d'un des deux parents, et donc l'enfant peut aller dessus. Donc de nouveau, il y a des cas très spécifiques qui sont différents les uns des autres. Mais là où c'est intéressant, c'est quand même d'observer beaucoup de jeunes de 5e, 6e primaire, on voit ils sont déjà assez éveillés quand il y a déjà eu des discussions avec les parents. En fait, quand les parents se sont intéressés et ont créé un compte avec le jeune, lui ont permis de comprendre un petit peu quels sont les enjeux, quels sont les paramétrages, quelles sont les informations que tu vas donner en t'inscrivant sur un réseau social, où vont tomber ces données, est-ce qu'elles sont privées, est-ce qu'elles sont publiques, toutes ces questions. De nouveau, il ne faut pas forcément être experte. Là, comme ça paraît assez complexe, mais une fois qu'on est sur ces réseaux, c'est des choses en fait où on les a en face de nous directement. Et donc, c'est intéressant d'amener cette réflexion auprès des jeunes. Et on voit quand il y a ce suivi, très rapidement, les jeunes se sentent plus éveillés, plus réceptifs à certains contenus, et réfléchissent un peu plus justement à ce qu'ils vont faire sur ces réseaux. Moi, j'estime, mais là, c'est très personnel maintenant, ce que je vais dire là, parce que en Belgique, il y a une limite d'âge. En tout cas, il y a un âge qui est reconnu. On parle de 13 ans. C'est une limite d'âge qui évolue en fonction des pays et des décisions pour s'inscrire sur un réseau social. Nous, déjà, on aime bien poser cette question de « est-ce que vous savez pourquoi c'est 13 ans ?» Et les jeunes nous répondent assez naïvement, mais en même temps, ça serait la bonne raison. Oui, c'est une question de maturité, c'est pour nous protéger. Parce qu'il y a du contenu qui peut être problématique, et donc c'est pour nous éviter d'aller rencontrer ce type de contenu bien plus tôt. Malheureusement non, c'est bien évidemment parce qu'on va récolter vos données et que ça va générer de l'argent, c'est pour faire de la publicité ciblée. Donc ça c'est la raison officielle. Donc parfois ils sont un peu déçus quand on leur explique ces raisons. Et de se dire, 13 ans c'est un âge un peu fourre-tout, on parlait de ces âges où il faudra aller sur les écrans ou pas. De nouveau, c'est imaginer qu'il y a une recette miracle. Pour moi, là où c'est intéressant, c'est de se dire, si en fait le jeune a 10, 11 ans, et qu'il est accompagné des parents, qu'on l'aiguille justement à aller sur ces réseaux, qu'on l'accompagne un maximum jusqu'à ses 13 ans, et de se dire qu'à partir de 13 ans, on commence à lui laisser son autonomie, parce que c'est important. De nouveau, quand on arrive à l'adolescence, il faut commencer à lâcher du lest, il faut laisser aussi le jeune s'autonomiser par lui-même, tout en partant bien du principe qu'il y a des jeunes qui sont déjà très autonomes à 13 ans, d'autres qui ne le sont même pas à 40 ans. Donc c'est aussi important de questionner cette fameuse tranche d'âge où on viendrait parler de maturité. Mais pour moi, il n'y a pas tant une question d'âge minimum, mais de se dire que si le jeune commence à montrer de l'intérêt pour un réseau social, si on commence à observer, en effet, à 10, 11 ans, c'est les tendances actuelles, que ses amis sont sur les réseaux, bien évidemment, il va avoir envie d'être dessus. On se rappelle, les réseaux sociaux, c'est aussi un espace de sociabilité. Les jeunes vont essentiellement quand même sur les réseaux pour parler avec leurs amis. C'est l'objectif principal des réseaux. Donc, il faut garder quand même ça à l'esprit. Interdire, ce sera contre-productif, parce que nous, c'est ce qu'on observe aussi. Des jeunes nous le disent assez librement. Comme on vient de l'extérieur, c'est d'autant plus simple. Certains jeunes nous disent, papa, maman m'interdisent, c'est pas grave, j'ai un deuxième GSM. Ça, c'est des choses qui se constatent quand même. Et donc, c'est bien la preuve que justement, dès le moment où on va essayer d'interagir au plus vite, essayer de montrer son intérêt, il y a plus de chances qu'ils soient plus avertis, parce que de toute manière, ils seront sur ces réseaux. Donc ça, c'est vraiment important. Je voulais te demander, Gaëtan, mais je voyais que t'allais rebondir, mais j'avais une petite... parce que ce que j'entends souvent, c'est que c'est un peu la peur qui, à mon avis, vient d'un manque de maîtrise et de connaissance. Comment on fait peut-être pour passer au-dessus de ça et avoir une attitude positive pour aider le jeune dans son apprentissage, sa découverte? C'est peut-être pas là-dessus que tu voulais réagir, par contre. Mais... Si, mais je pense que ce qui est important, c'est le dialogue. Et ce qu'on voit avec les patients, quand les parents prennent rendez-vous et qu'ils viennent avec leurs jeunes quasi de force, parce qu'à un moment donné, il y en a qui me disent « moi, j'ai pas envie d'être là, mais voilà ».
ce qu'on remarque... Tu lui dis moi non plus, tu te couches à terre ou... Ça dépend. Non, ça m'est jamais arrivé encore, mais de faire le poirier, ça oui. Mais non, c'est une blague. Mais donc, à un moment donné, l'idée, c'est la communication, et c'est ça qui est le plus important. Si les parents communiquent correctement avec leur enfant, dès qu'il y aura un problème, ils vont venir voir le parent en disant « mais j'ai vu ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal ?» Et donc, on est là-dedans. Et les parents qui viennent souvent nous voir, c'est pas l'enfant ou l'adolescent n'est pas le problème. C'est ce qui se passe au sein du couple ou au sein de la famille. Et c'est ça qui pose problème. Et donc, à un moment donné, on leur dit gentiment ou on leur suggère que ce serait peut-être intéressant d'abord d'aller faire une thérapie de famille ou de couple avant de voir l'enfant comme un problème. Et donc voilà, et donc ça a une fonction. Et donc c'est de comprendre la fonction qu'il y a là derrière. Mais au plus je vais communiquer avec mon enfant, au plus à l'aise il sera pour venir parler lorsqu'il y aura un problème. Mais ça prend du temps, et ça demande du temps, et ça demande de s'investir dans l'éducation. Ce que certains parents, malheureusement, soit n'ont pas le temps de faire, ou ne prennent pas le temps de faire. Parce que le temps, je pense qu'on le prend pour ce qu'on veut. Pascal, je vais venir un peu vers toi. Donc voilà, les enfants sont plus grands, ils sont adolescents, et un truc qu'on voit souvent, c'est des bandes de jeunes qui traînent comme ça, tous sur leur téléphone, et ils discutent entre eux, mais en fait, ils sont tous sur leur téléphone. Et ce que j'entends souvent, c'est « oui, mais ça casse quelque chose quand même ». J'ai chaque fois des questions pièges. Bah ouais. Alors d'abord c'est au restaurant quand ils sont petits, ensuite quand ils sont c'est quand ils traînent. Non, c'est quand ils traînent. Alors moi ce que j'entends, c'est notamment, j'ai vraiment un exemple type d'un enseignant qui me racontait effectivement, il était dans le car, il partait en excursion scolaire et il y avait deux adolescents sur les sièges en face et qui effectivement étaient en train de discuter entre eux mais sur leur smartphone. Et lui, il avait sa tête là, il regardait. Alors en formation, parce qu'on donne des formations, je travaille sur ces questions-là. Et puis ouais, voilà, c'est quand même incroyable. Ils n'arrivent plus à communiquer entre eux. Et il faut qu'ils se. Et puis, en fait, je vais quand même faire remarquer que là, en l'occurrence, les adolescents avaient trouvé un espace dans lequel effectivement, ils retrouvaient un peu d'intimité, d'autonomie, de discrétion par rapport. Et puis la possibilité non seulement de discuter entre deux qui étaient assis l'un à côté de l'autre, mais peut-être qu'il y avait un copain dans le fond du car. Enfin, il y a quand même toute une facilité, ça propose quand même c'est un dispositif technique, il y a quand même une certaine efficacité, notamment pour répondre à des enjeux qui sont vraiment typiques et propres de l'adolescence. Être en contact permanent avec ses pairs, c'est par exemple, quand on est gamin, quand on est enfant, qu'on aille ou non au restaurant avec ses parents, vraiment le centre de gravité relationnel, c'est les parents, la référence c'est les parents. Et puis la puberté vient complètement bouleverser tout ça, et ce sont les copains, les copines, c'est le groupe de copains, le meilleur ami, la meilleure amie, etc., qui deviennent le centre de gravité, le centre d'intérêt. Et si les adolescents sont addicts à quelque chose, c'est aux relations sociales avec leur père. Donc ça n'a pas changé. C'était le cas déjà avant les médias sociaux, ça l'est toujours avec les médias sociaux, sauf que ça passe par les médias sociaux. Ça, c'est un truc dont on a un peu de mal en tant qu'adulte, on a du mal à rentrer dans cette logique. Mais la première chose dont les adolescents sont accros, c'est les relations avec leur père, et avec leur père AIRS. Enfin, voilà. Raison pour laquelle c'est notamment très, très délicat de venir pathologiser finalement cette relation-là. Autre chose, enfin, il y a une multitude d'enjeux qui vont se déplier sur les médias sociaux qui sont propres à l'adolescence. On l'a dit, des espaces qui leur sont ou traînés ensemble. C'est aussi tout ce qui concerne la façon de se décliner, enfin de travailler son identité, d'expérimenter un peu son identité. Donc il y a que les médias sociaux sont probablement les premiers lieux dans lesquels les jeunes adolescents ou les pré-ados comme ça déclinent des identités un peu émancipées du giron parental, quoi. Mais les parents, évidemment, quand ils tombent sur ces images, ces photos de profil où vous avez votre gamin qui prend un air de rappeur de la côte ouest comme ça, alors que vous le connaissez en Bermuda qui joue au billes dans la cour de récréation, vous vous dites mais ça y est, les médias sociaux l'ont perverti. C'est tout simplement qu'ils commencent de façon au départ très maladroite, parce que voilà, ils mobilisent des stéréotypes, ceux qui sont qui trouvent dans les médias, etc., pour décliner quelque chose d'autre. Et puis après ça, avec la pratique, les essais-erreurs, tout ça va s'affiner, c'est la maturité, c'est l'apprentissage. Mais donc, il y a plein d'excellentes raisons de leur point de vue pour utiliser ces médias sociaux, parce ils font écho, ils sont en lien totalement avec des enjeux qui sont importants pour eux. Tu t'en tires quand même bien, finalement, même si... Gaëtan, tu voulais réagir?
Alors, ici, on parle beaucoup de positif. Je vais peut-être lancer un peu de négativité quand même. Parce que, oui, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir prévenir. C'est que avant, ce qui se passait à l'école restait à l'école, et quand on rentrait, on était dans le milieu familial sécure, où on peut tout faire à nos parents. Ils nous aiment de cet amour inconditionnel, qu'on les hait à certains moments, mais on les aime quand même. À un moment donné, après, il y a le côté un peu plus négatif, c'est-à-dire, si je me fais harceler à l'école, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux continuent à la maison. Et là, il y a un côté, effectivement, de communication avec le parent pour dire, OK, je me fais harceler via les réseaux sociaux, parce que il y a eu plusieurs cas, malheureusement, qui sont passés dans la presse, avec des suicides d'adolescents, adolescentes, et donc voilà, donc il faut aussi quand même dire que les réseaux, c'est très important, et il y a beaucoup de positifs, et OK, mais parfois, malheureusement, dans certaines situations, ça peut être dramatique aussi. Et donc, c'est de faire de la prévention, c'est de faire, effectivement, de pouvoir dire, attention, c'est quand même quelque chose qui peut investir la personne non-stop, parce que on est connecté non-stop. Et donc voilà, donc il faut quand même faire attention à certains moments qu'il y a quand même des côtés négatifs, et on n'est pas dans un monde de bisounours, et vous le savez très très bien. Et donc voilà, il y a quand même, Internet a quand même des côtés un peu plus négatifs, avec de la propagande, avec des emails. On a tous reçu des emails, le nombre de fois où j'ai gagné à des donateurs africains qui sont venus, et je serais milliardaire à l'heure actuelle, mais voilà. Et tu ne serais pas là. Et je ne serais surtout pas là, je serais sur mon yacht très très loin, mais malheureusement, voilà. Mais donc il faut effectivement faire attention aussi à ce genre de choses, et l'information, le fait de comprendre ce qu'il y a derrière, permet justement de passer outre, parce que y a des gens qui sont bien outillés à l'heure actuelle pour faire des mails tout à fait nickel de d'Engie, de Proximus, enfin voilà. Et donc il faut aussi faire attention à ce genre de choses. C'est pas non plus anodin, et ça peut effectivement, on va toucher la souffrance de la personne. J'ai par exemple une personne âgée seule, et quelqu'un qui vient lui donner un peu d'attention. Voilà, ah oui, mais il me faudrait 500 € pour aller à tel endroit. Ah tiens, je vais te le verser. Et combien de personnes ne se sont pas fait avoir, c'est souvent par amour. Voilà, je suis seul et quelqu'un me donne de l'attention, je vais l'aider financièrement, et malheureusement, ça va très très loin. Pascal, tu voulais réagir? Toi, tu as réellement hérité, c'est ça? Ah non, oui, c'était... Non, malheureusement, pas encore. Non. Si mes parents m'entendent, c'est pour rire, je ne sais pas où. Du coup, j'ai perdu mon idée. Non, c'est parce qu'on était sur le côté un peu négatif, et je repense notamment, Maxime évoquait effectivement, c'est quelque chose qu'on constate sur le terrain. Il y a de plus en plus, c'est un peu la règle maintenant, les pré-ados. Alors c'est une catégorie un peu, les psys sont parfois pas tous d'accord sur cette catégorie, mais enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des pré-ados, c'est-à-dire des enfants qui sont pas encore passé leur puberté, qui sont pas, les premiers poils ne sont pas encore apparus, que déjà ils s'habillent et ils développent des préoccupations qui sont déjà des préoccupations d'adolescents. Donc il y a comme ça une espèce d'état. Mais ces pré-ados qui ont un accès à Internet, là aussi où je voudrais me montrer moins positif, c'est qu'Internet, ça regorge de contenu en tout genre. Alors les médias sociaux, les principaux médias sociaux essayent de faire le tri, quoique il y a quand même un peu de tout et n'importe quoi. Mais alors l'Internet en général, c'est vraiment, il y a de tout. Et je pense qu'il y a des contenus que les pré-ados ne sont pas en capacité, ou en tous les cas, qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas adaptés pour eux, et qui sont plus compliqués à gérer, notamment quand on n'a pas encore une sexualité pubère et adulte, ou en tous les cas qui commence à devenir adulte. Étant adolescent, on a plus facile, par exemple, à donner naissance à de la pornographie que quand on n'a pas encore atteint la puberté, si on veut par exemple parler très concrètement. Et étant enfant, étant confronté à des images porno, c'est pas l'idéal. Alors c'est pas pour ça que l'enfant va être, s'il voit de temps en temps une image parce qu'on lui montre dans la cour de récré, qu'il va développer un traumatisme indépassable. C'est pas du tout ce que je dis, mais c'est clair qu'avoir son smartphone avec un accès full-time à Internet avant un certain âge, et avoir accès à des contenus comme ça en open bar, pour reprendre, ne me semble pas du tout, effectivement, j'imagine que vous en conviendrez aussi, adapté, pour aussi relativiser. Maxime, c'est ton tour. Question piège. Tu parlais justement d'accompagner les adolescents à l'utilisation des médias sociaux.
J'ai eu la chance, on va dire, de travailler avec des adolescents pendant quelques années, de les accompagner dans des mouvements de jeunesse, etc. Et quelque chose que j'avais remarqué, c'était surtout dans l'essor d'Instagram, et qu'en fait, il y avait beaucoup de parents qui disaient oui, tu peux être sur Instagram, mais tu dois être ami avec moi. Et en fait, ce qui se passait, je me dis, les ados vont toujours être plus malins, mais en fait, ils avaient un faux compte. Ils avaient tous des faux comptes qui se suivaient entre eux, où ils mettaient que des trucs bien, gna gna gna, tout va bien, on va à l'église tous les dimanches, enfin je caricature, mais et à côté en fait ils avaient leur vrai compte, donc ils avaient 2 profils, et ça les parents ne le voyaient pas du tout. Du coup ma question est, voilà, quelle est peut-être l'attitude? Est-ce qu'effectivement on doit essayer de se connecter à ces enfants, on doit avoir ce contrôle dessus, ou alors c'est piège aussi, hein, t'as vu? Alors la question du contrôle, c'est une grande question. C'est toujours la limite, hein, d'autant plus à l'adolescence, on en parlait, ça fait aussi partie de l'adolescence de vouloir lutter, de vouloir tester les limites, et de se dire, on va dire oui d'accord, comme ça on est sûr que nos parents nous laissent un peu la paix, mais derrière on va faire des choses et les parents ne seront pas forcément au courant. Alors bien sûr, les générations de parents évoluent et sont de plus en plus au courant, en effet, il y a un 2e compte, on le sait, mais après il y a un 2e GSM et puis ainsi de suite. Il y a toujours des techniques, hein, c'est comme pour tout, mais vous pouvez revenir aussi à l'adolescence, vous avez aussi sans doute testé auprès de vos parents, et donc vous avez fait des choses dans leur dos qui sont plus ou moins importantes, mais on y passe toujours un petit peu. C'est toujours cette limite en fait du contrôle. Il faut bien se dire que ça fait aussi partie de cette adolescence où il y a un moment on a besoin de s'éloigner des parents, et là de nouveau vous allez sans doute encore mieux en parler que moi, mais nous c'est le retour qu'on a des jeunes, c'est à un moment donné, oui, quand on est tout petit, quand on est encore un enfant, on a besoin des parents, et puis on arrive à un certain âge, et ça dépend à chaque fois du jeune, mais on va avoir des jeunes à 13-14 ans qui commencent à dire papa, maman, c'est un peu chiant, on va essayer d'être juste entre amis, on va pas forcément montrer certaines choses à nos parents. Alors c'est ce qu'on constate aussi, hein, nous en retour, c'est on accepte papa, maman sur Messenger, WhatsApp, c'est les moyens un peu de communication qui sont souvent cités. Facebook, et donc il y a parfois des jeunes qui ont un peu Facebook pour dire de faire plaisir aux parents, mais qui derrière vont passer très vite à un autre réseau social. On voit Facebook descend à chaque fois qu'on demande aux jeunes dans la classe qui a Facebook, il y a peut-être 1 ou 2 jeunes qui l'utilisent encore. Donc voilà, ces techniques sont utilisées. Maintenant, on remarque que les parents sont sur Instagram. Et donc, bah oui, les jeunes sont allés sur TikTok. Et jusqu'au moment où les parents iront sur TikTok et il y aura un nouveau réseau social, et les jeunes iront sur ce nouveau réseau social. Je pense qu'il faut quand même se faire aussi une raison qui n'est pas liée aux écrans, qui n'est pas liée aux réseaux sociaux. Il y a à un moment donné, dans l'adolescence, un passage obligé où on a ce besoin de sortir un peu de ce contrôle. Là où il faut trouver l'équilibre, c'est de quand même se dire, quand on est adulte, on a plus conscience, on a ce recul sur ce qui se passe dans la vie, on a conscience des choses qui sont négatives sur Internet, sur les réseaux. Il faut toujours garder, en tout cas, cette communication, cet espace de dialogue, se dire qu'il y a des moments où on doit laisser le jeune ou la jeune s'autonomiser, mais il y a aussi certains lieux où, en fait, là, c'est OK, on peut discuter. Si tu rencontres un problème, on est là. Voilà, après, de toute manière, cette question de contrôle, elle dépend toujours un petit peu du cadre familial aussi, de nos valeurs. Il y a en fait des familles qui acceptent absolument pas les écrans, et ce jusqu'à très tard, parce que les parents ne sont pas sur le GSM, n'ont pas les réseaux sociaux, n'ont pas d'écran à la maison. Dans ce cas-là, en fait, le contexte et les valeurs et les règles seront complètement différentes de, par exemple, parents qui sont ultra connectés, de parents qui jouent aux jeux vidéo, par exemple. Donc voilà, tout ça reste assez relatif et assez personnel aussi. Pascal, je veux justement revenir vers toi parce que on parlait de la place qu'a pris les écrans dans la société aujourd'hui, mais il y a également le côté où si on n'a pas les écrans, on peut être marginalisé en fait parfois. Je reprends l'exemple de justement quand j'étais dans ces mouvements de jeunesse, il y avait une fille, 15 ans, les parents refusaient tout GSM, tout écran, tout réseau social. Et ça a créé une forme de rejet des autres parce qu'en fait, elle n'était pas au courant de ce que les autres faisaient. Il y avait pas les... Est-ce que justement, il n'y a pas ce côté où finalement on diabolise un peu les écrans, mais aussi au fait, si on les a pas, il y a un côté parfois de séparation qui se crée avec une partie de la société. Oui, et alors on n'est pas nécessairement obligatoirement rejeté, mais on passe à côté de beaucoup de conversations. Mais c'est un peu comme entre collègues, il y en a qui regardent des séries, il y en a qui ne regardent pas. Puis on peut passer à côté de conversations sur le temps de midi. Enfin, je veux dire, c'est des objets, c'est des lieux de socialisation aussi bien en tant qu'espace qu'après, pour commenter ce qui s'y est passé, pour commenter ce qu'on y fait. Donc de fait, ce sont des objets de socialisation
particulièrement centraux à l'adolescence, notamment, pas que, mais à l'adolescence aussi. Et donc effectivement, ça fait partie, il y a une forme d'injonction qu'on peut regretter, mais enfin voilà, l'époque est comme ça, et toutes les cultures ont leurs injonctions sur les façons de socialiser, les façons de se présenter, les façons d'interagir avec le monde. Il se fait qu'à l'heure actuelle, effectivement, ça fait partie des injonctions, et notamment pour les adolescents, d'être et sur les médias sociaux. On arrive déjà tout doucement à la fin de cette table ronde et on va passer bientôt aux questions du public. Mais avant de terminer, moi, ce que j'aurais bien voulu vous demander à chacun, c'était peut-être de donner une recommandation personnelle ou rapport professionnel que vous pourriez donner à l'Assemblée, qui pourrait reprendre avec eux, et peut-être éventuellement aussi que ce soit un site internet, une lecture, un podcast, peu importe, peut-être quelque chose qui pourrait peut-être les aider, qui vous-même vous ont aiguillé dans votre parcours, quelque chose d'un petit peu pour reprendre quelque chose de positif avec soi et qui pourrait aider. Gaëtan, peut-être commencer avec toi. Merci. Et on parlait, d'ailleurs, je fais juste un petit aparté, le temps de te laisser réfléchir, parce que je sens que c'est ton coup d'avoir la question piège. On disait aussi que voilà, on pourrait encore parler très longtemps des écrans, parce qu'il y a plein d'applications qui existent après. On parlait notamment de la réalité virtuelle et des choses comme ça qui ont des applications aujourd'hui, notamment dans le traitement des phobies. Donc voilà, les écrans, ça va bien au-delà de juste les enfants, l'éducation. Il y a aussi tout ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Et on parle peut-être un peu moins des problématiques qui existent avec les adultes ou qui pourraient exister avec les adultes, parce que parfois c'est un peu plus imbriqué dans notre monde. Mais je te laisse répondre, excuse-moi. Alors, moi je dirais c'est la communication, je pense que c'est la base. Et avec les adolescents, l'objectif d'un parent, je pense, c'est de l'autonomiser un maximum. Et donc c'est de s'intéresser avec lui à son activité. Et ensuite de pouvoir dialoguer et effectivement de pouvoir se dire, mais lui faire confiance aussi. Parce qu'on lui a donné notre éducation et on pense que c'est la meilleure. Et donc c'est de pouvoir le laisser faire ses erreurs aussi parce qu'on les a faites nous-mêmes. Et donc voilà. Et le problème principal, c'est souvent l'anxiété des parents. Parce qu'ils n'ont pas vécu ça étant plus jeunes. Et donc ils ont peur pour eux. Ça part d'une bonne intention, mais l'effet parfois négatif. Parce que l'enfant va créer sur le côté beaucoup de choses sans en parler. Est-ce que tu as peut-être une recommandation, que ce soit lecture, site, compte sur les réseaux ou quoi, peut-être que vers lesquels l'audience peut se rabattre, qui pourrait justement leur apporter plus d'informations? La réponse peut être non, hein. Je ne dis pas que vous êtes obligé de l'avoir. Hein. Pas comme ça, je dois dire, au niveau lecture, non. Mais il y a beaucoup de choses à lire et il y a beaucoup de sites internet très très intéressants, souvent du gouvernement par exemple, ou de certaines ASBL. Il y a l'ASBL Gire Pélican qui fait beaucoup de choses, Gire sur les écrans, Gire par exemple, et donc voilà. Mais là comme ça, une lecture, non. Désolé. Il n'y a pas de souci. Merci Gaëtan en tout cas. Maxime, peut-être de ton côté, la recommandation que tu pourrais peut-être transmettre ce soir. Déjà, j'étais plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit, tout ce que tu as proposé. Peut-être une autre chose que je rajouterais, c'est ce côté de peut-être pouvoir se regarder aussi en tant qu'adulte par rapport à ses propres pratiques. C'est un constat, et là c'est tant un constat quand on s'adresse à des adultes, tant que le retour qu'on peut avoir des jeunes, ça ressort aussi de nouveau, et donc pour moi ça fait partie des lectures ou des choses à lire avec l'enquête Génération 2024. Beaucoup de jeunes, en fait on parle de 70%, je pense, des jeunes considèrent que les parents sont trop sur les écrans. Et pareillement pour les adultes. En fait, les adultes considèrent que les jeunes sont trop sur les écrans. Pour moi, c'est quand même assez interpellant. Mais c'est de se dire qu'en fait, si on met des règles en place, c'est assez dur à entendre et assez dur à dire comme ça. Mais il faut aussi pouvoir les accepter également. Quand on parlait de peut-être ne pas avoir d'écran durant le moment du repas, pouvoir échanger, pouvoir discuter, pouvoir profiter pleinement du repas. Il y a plein d'études qui prouvent aussi le fait de regarder un écran pendant qu'on mange, ça a plein d'effets négatifs sur le contact qu'on peut avoir à la nourriture, le fait d'avoir conscience qu'on a encore faim ou plus faim. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de se dire, si je mets des règles en place, il faut que je suive aussi ces règles pour que le jeune ou la jeune comprenne pourquoi on m'impose typiquement de ne pas avoir les écrans à ce moment précis. Et puis après, en effet, la discussion, la communication, le fait de s'intéresser, pour moi, c'est les maîtres mots de l'accompagnement, en fait. Mais je dirais cet élément-là en plus par rapport à ce qui vient d'être dit. Et par rapport aux lectures, je vais faire un peu d'autopromo.
puisque avec Tu dédicaces après ou pas? Alors quand même pas, mais bon, Action Média Jeunes, comme on rencontre en fait énormément de jeunes durant l'année, on aborde plein de thématiques, on fait plein d'ateliers avec les jeunes durant toute l'année, et ce dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. On a sorti un outil pédagogique qui s'appelle Accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux. On en donne des conférences, et donc il y a des pages qui sont disponibles sur Internet, les 10 premières pages, mais si ça vous intéresse, en fait, envoyez-nous un petit mail, vous allez sur actionmediajeune.be, il y a différentes adresses mail, que ce soit la boîte info ou nos boîtes personnelles, on pourra vous la faire parvenir si ça vous intéresse. Je réfléchis peut-être pour sortir un petit peu de tout ça, il y a bien évidemment plein de lectures, d'experts, je pense entre autres à C'est compliqué, de Dana Boyd. C'est un livre qui date maintenant, parce qu'il date de 2016, il me semble, mais il est toujours assez d'actualité, parce qu'il questionne énormément le rapport aux écrans et les enjeux et l'intérêt des jeunes à aller sur ces réseaux. Pour moi, c'est un élément primordial pour comprendre les usages. Et puis, en fait, les jeunes, quoi. Pour moi, c'est peut-être le public cible, donc c'est eux qui sont vraiment ciblés, mais pour essayer de comprendre un peu tout ce phénomène, c'est aussi de pouvoir leur en parler et d'en discuter, essayer de mieux comprendre. Pour moi, c'est peut-être le maître mot. Merci. Pascal? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, pour revenir sur l'aspect plus sociétal et plus en lien avec l'adolescence, c'est ce truc qu'on oublie à l'heure actuelle ou qu'on n'arrive plus à accepter, mais c'est que pour grandir, il faut prendre des risques. C'est de moins en moins possible, je pense. Enfin, il y a quelque chose là, en tous les cas, de moins en moins toléré. Malheureusement, il y a quelque chose là qui est indépassable. C'est-à-dire qu'on doit prendre ses risques pour s'autonomiser, pour grandir. Et donc, c'est vrai aussi dans les usages, les essais-erreurs, etc. On ne va pas pouvoir les éduquer sous cloche, quoi. Donc, ça n'existe pas. Et ce serait vraiment ne pas leur rendre service. Et on peut aussi, dans la lignée de se reconnecter à sa propre adolescence. Les grands-parents d'aujourd'hui, a priori, en tous les cas, certains d'entre eux, pour les plus âgés, ont fait mai 68. Et c'est là qu'on prend conscience de la transformation de la société. On crie au scandale à l'heure actuelle pour des choses. Quand on voit les prises de risques et les comportements à certaines époques, on se rend compte que la jeunesse, en fait, elle est plutôt très calme. Vraiment. Plutôt très calme. Si vous fréquentez au quotidien, si vous sortez des images qu'on vous sort au JT, forcément on vous montre les quelques endroits où vous avez des manifestations qui tournent mal. Ce n'est pas nécessairement d'ailleurs des adolescents qui y sont, mais en réalité les adolescents d'aujourd'hui ils sont plutôt très très calmes par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et donc les autoriser à prendre leurs risques aussi. Par ailleurs, en plus de tout ce qui a été dit, qui était merveilleux. Merci à tous les trois déjà. On va passer aux questions du public. On devra clôturer un petit peu avant 21h30 aujourd'hui parce que nous devons sortir simplement avant 21h30, mais la parole est à vous. Je vois qu'on a des micros qui sont prêts à défiler, donc n'hésitez pas, levez le bras et jetez-vous. C'est souvent la première question qui fait le plus mal, mais une fois qu'elle est passée, tout va bien. Merci, bonsoir à tous. On va passer avec Julie. Levez vos bras, pas tous en même temps. Voilà. Déjà une première personne qui va se lancer à l'eau. Et on a déjà une deuxième question ici en bas après, donc je vous en prie. Non, c'est pas une question, c'est juste pour dire qu'il y a le livre La fabrique du Créta digital de Michel Desmurget qui est très intéressant sur les écrans. Merci. Si je puis me permettre, moi je ne le conseille pas du tout. Mais on peut ne pas être d'accord. C'est un monsieur qui fait beaucoup de références scientifiques douteuses. Vu que c'est mon objet de recherche, je tiens quand même, vu que je suis là aussi pour donner... Voilà, chacun fait comme... J'allais un peu dire la même chose, mais voilà. Bonsoir et merci pour vos interventions très intéressantes. Je me demandais si vous pouviez dire un mot de la différence entre le rapport des garçons et des filles face aux écrans. Voilà, est-ce que là vous êtes 4 hommes par exemple, je me suis dit il n'y a pas de femmes. Tiens, est-ce qu'il n'y a aucune femme intéressée par le sujet? Et puis voilà, moi j'ai un garçon et une fille, et ils sont ados tous les deux. Et moi je constate des différences, mais peut-être que les risques ou les précautions ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, si vous avez un mot à dire là-dessus. Merci. On est 4 hommes, mais quand je vois l'Assemblée, on en revient peut-être sur la charge de la femme par rapport à la santé. Hein. Je t'en prie, vas-y. C'est une question hyper intéressante parce que c'est quelque chose qu'on constate. En effet, il y a des grandes différences sur la pratique, que ce soit des filles et des garçons sur les réseaux et même sur Internet, mais en fait qui n'est qu'un reflet de la société, une société patriarcale.
Et donc c'est quand même assez intéressant Enfin, merci beaucoup déjà vraiment pour la question. Et en effet, le constat des 4 hommes, j'aurais dû inviter plutôt que ce soit moi, j'aurais dû avoir une collègue qui devait être là. Voilà. Mais au-delà de ça, dans les chiffres d'ailleurs qui ressortent aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui sont plus choisis par les garçons ou les filles. On constate par exemple que le trio de tête, Snapchat, TikTok, Instagram, qui sont des réseaux sociaux plus de l'image, liés plus à l'image en tout cas, sont majoritairement utilisés par des filles. Dans l'autre cas, on va parler de Twitch, Discord, qui sont des réseaux sociaux alors qui étaient au départ du jeu vidéo, mais ça s'est démocratisé. Donc sur Twitch, on va rencontrer plein de contenus différents, riches et variés. Discord, c'est un moyen pour dialoguer qui était surtout utilisé par les joueurs et joueuses de jeux vidéo. Là, en fait, c'est des médias qui sont plus utilisés par les garçons. Alors de nouveau, on peut se poser la question, quel espace est laissé à l'autre genre, et là dans ce cas-ci même quel espace est laissé en fait aux femmes dans des milieux dits plus pour hommes, parce que c'est un constat, quand il y a plus d'hommes, les femmes ont plus de mal ou ont plus de difficultés ou se sentent beaucoup moins à l'aise de pouvoir s'intégrer justement dans ces médias. C'est assez difficile parce que c'est un vrai constat, c'est un vrai retour qu'on a. Voilà, aujourd'hui on en est là et ce n'est de nouveau qu'un reflet de la société. C'est un vrai constat, c'est des choses qu'on observe. Nous, pour répondre un peu à ça, quand on fait des animations, on évoque justement toute cette question de genre, on a plein d'animations autour de ça, parce que je pense qu'il y a d'un côté cette habitude qui s'est créée, surtout auprès des jeunes garçons, parce que il y a aussi toute cette idée de ce serait mal intentionné dès le départ, mais en fait il y a beaucoup de garçons qui sont dans ce moule-là, qui grandissent dans cette société et qui parfois n'ont pas conscience aussi de cet espace qu'ils ne laissent pas aux femmes. Les femmes s'en rendent bien compte puisqu'elles le vivent très clairement. Donc pour nous c'est en tout cas le bon moyen aussi, c'est d'amener ce genre de réflexion auprès des jeunes, et ce dès le plus jeune âge, mais vraiment dès le plus jeune âge, parce que là on parle des écrans et des réseaux, mais en fait on l'observe dans tous les pans de la société. La manière dont les jeunes se déplacent dans l'espace public, l'espace qui est laissé par exemple aux filles dans les cours de récréation, ne serait-ce que ça, c'est des constats qui sont assez effarants. Quand on voit les sports qui sont dits plus pour garçons et dits plus pour filles, mais en fait on va peut-être avoir plus de garçons qui vont pouvoir faire des activités dits plus pour filles, mais à l'inverse, les filles auront moins d'espace. Donc de nouveau, je pense que c'est des choses qu'il faut évoquer dès le plus jeune âge. Ça sort complètement de la question des écrans, parce que c'est des problèmes qui sont vraiment liés à la société au préalable. Mais en fait, comme beaucoup de choses, là on parle aussi des problématiques par exemple de cyberharcèlement, etc. Alors c'est vrai, il y a des choses qui sont très spécifiques au cyberharcèlement, le fait que quand on rentre à la maison, etc., ça continue, il y a le fait que ça va se partager très très vite, qu'on va avoir plus de personnes qui vont pouvoir observer ce contenu, mais en fait il y a aussi toutes des questions d'empathie, il y a toute une question d'avoir cette difficulté à se mettre à la place de l'autre, et ça en fait c'est vraiment des questions qui ne sont pas du tout liées à l'éducation aux médias. C'est vraiment les questions de bienveillance, d'empathie, d'écoute de l'autre, le fait de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est des choses qu'on devrait remettre aussi au centre des débats de manière générale. Donc, voilà. On m'a soufflé juste, et puis je te laisse la parole Gaëtan, on m'a soufflé dans l'oreillette, si vous êtes intéressé, c'est l'infoservice. Le 18 juin, il y aura également une conférence qui est sur la place des femmes dans les métiers du numérique. Donc voilà, c'est un petit complément. Gaëtan, je t'en prie. Il y a quand même effectivement beaucoup de différences et lorsqu'on regarde ce que les femmes font sur les réseaux, c'est-à-dire se mettre en avant, prendre des photos de soi, etc., effectivement, il y a toute une dérive là derrière aussi. Je veux dire, des comptes mimes, pour ceux qui connaissent, ou OnlyFans, qui sont des comptes payants, où des hommes peuvent voir des femmes dénudées ou demander du contenu particulier, à caractère sexuel, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est une dérive. J'ai eu la chance, je pense, d'aller à Dubaï une fois, et le nombre d'Instagrammeurs sur les plages ou dans les piscines privées qui, pendant 5 heures, se prennent en photo et postent, entre ce qu'ils voient et la réalité, c'est complètement différent. Je veux dire, moi, j'ai vu une femme se prendre en photo pendant 5 heures, parler à personne, vraiment être sur son réseau social, en train de poster, et elle avait l'air d'un triste énorme. Et nous, on était 2 Belges à l'ouest. Je sautais dans la piscine tout seul et je faisais le phoque. Mais voilà, mais il y a un monde derrière et il y a une dérive. Et ces comptes mimes, c'est qu'il y a des hommes qui payent ce genre de choses et il y en a qui veulent en vivre. Il y a des femmes qui veulent en vivre aussi de ça. Donc voilà, il y a des contenus complètement différents et les gameuses ont vraiment du mal à s'intégrer dans
dans un monde d'hommes, même si ça change beaucoup. Je pense que voilà, mais voilà, chacun a sa pratique et donc c'est d'investiguer c'est quoi derrière. Quelle est la fonction derrière le nombre de personnes qui mettent des filtres, par exemple, on perd 10 ans, d'un coup, c'est génial. Oui, mais derrière, quand on rencontre la personne, le filtre, il n'est plus en réel, malheureusement. C'est vrai que je pense que le niveau streaming, comme tu le disais, je pense que s'il y a autant d'hommes, si peu de femmes, c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ont très peur, et souvent en raison encore aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait faire une conférence complète là-dessus. Tu voulais réagir, Maxime? Ouais, juste par rapport à ça aussi, parce qu'on parle aussi d'usage, etc. Mais en effet, le compte mime, c'est un exemple, mais on en parle aussi très peu. Mais il y a aussi des hommes qui ont des comptes mimes. Et en fait, là, typiquement, pour moi, c'est aussi représentatif de notre société, c'est qu'on en parle beaucoup moins, ou en tout cas, on le critique beaucoup moins. Parce qu'a priori on critique cette pratique, là voilà c'est très personnel, mais on critique cette pratique, mais on va plus constater ça chez les femmes. Et en fait pour moi le plus bel exemple par rapport à cette réflexion, et je terminerai juste là-dessus sur ce point-là, c'est que un homme qui est torse nu et qui s'entraîne à la musculation, c'est valorisé. Une fille qui va se mettre sur les réseaux en étant en maillot de bain, c'est critiqué. Pour moi, ça veut dire déjà beaucoup, en fait. Mais en fait, les pratiques, parfois, ne sont pas si différentes que ça. Il y a des constats, bien sûr, il y a des pourcentages, il y a des tendances. Mais il y a quand même aussi un reflet de la société qui est aussi interpellant sur la manière dont on va percevoir une image, que ce soit une femme ou un homme. Pour moi, c'est déjà interpellant aussi. Tu voulais nous annoncer que tu n'as pas besoin d'arrondir les fins de mois, en fait, c'est ça? Non, c'était pas ça du tout. Mais... Je vois qu'on a une autre question par là. Bonsoir. J'ai entendu une réflexion qui m'a interpellée quand vous avez dit que les enfants disaient qu'ils étaient très étonnés du temps que les parents passaient devant leurs écrans. C'est interpellant parce qu'est-ce qu'on n'est pas la deuxième génération en fait de jeunes élevés avec les portables. Alors comment réagissent des jeunes parents qui sont confrontés à leurs jeunes enfants face à un écran? Ça, c'est une première chose. Et puis, j'aurais bien aimé en savoir plus sur les actions que vous menez dans les écoles. Comment réagissent les jeunes? En quoi ça consiste? Est-ce que vous venez une fois? Est-ce que vous revenez? Et est-ce que c'est la direction qui est à l'origine de la demande ou bien des parents qui demandent à l'école d'intervenir? Enfin, voilà, je voudrais bien en savoir un peu plus. Alors juste, si vous pouviez juste répéter la première question, que j'ai moins bien compris, la deuxième... La première question, oui, pas de problème. Vous avez dit à un moment donné que dans les retours que vous aviez parmi les jeunes que vous voyez, certains se plaignaient du temps que leurs parents passaient devant leurs écrans. Ça m'interpelle. Ça veut dire que eux-mêmes, si eux-mêmes sont heurtés par le comportement de leurs parents, il y a un problème déjà à ce niveau-là. Alors comment des parents peuvent intervenir positivement auprès de leurs enfants si eux-mêmes ne sont pas capables de gérer le temps qu'ils passent devant leurs écrans? C'est vrai qu'on se retrouve dans une société où on a aussi des parents qui maintenant sont dans cette ère complète des téléphones. Maxime? Là est toute la question en fait. Et pour moi, c'est peut-être aussi un des éléments questionnables aujourd'hui, c'est l'image que l'un et l'autre peut avoir et ce manque de recul, de se dire de critiquer l'autre sans forcément parfois se remettre aussi en question sur sa pratique. En tout cas, c'est un constat, c'est des choses que nous on a pu constater en échangeant, et de nouveau c'est chiffré puisque dans Génération 2024 il y a eu cette question et les jeunes ont répondu. Donc voilà, ça c'est un constat. Après moi je n'ai pas forcément d'avis là-dessus, si ce n'est que ça reste interpellant, et je pense que c'est important d'expliciter en tout cas ce constat et de pouvoir en parler pour qu'il y ait peut-être une réflexion qui puisse se faire par rapport à ça. Et par rapport à la deuxième question, en fait ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, parce que quand on fait de l'éducation média, nous on fait de l'éducation média sur tous les médias, ça va être la télévision, la radio, la presse écrite, les mangas, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, donc ça dépend un petit peu de projets, alors très souvent ça dépend un peu des subsides qui sont mis en place aussi au sein des écoles, et les moyens ne sont pas toujours énormes, donc on vient quand même très souvent en one shot. Et majoritairement les questions sur lesquelles on nous demande d'intervenir, c'est les réseaux sociaux, et puis après tout ce qui joue autour du cyberharcèlement, la question du droit à l'image, voilà, c'est des questions qu'on a l'habitude d'avoir, et c'est parfois assez complexe parce qu'on observe en effet que ce sont des demandes surtout d'encadrants, d'encadrantes, de directeurs, directrices, et en fait quand on est face aux jeunes,
ça ne fait pas du tout écho à leur vécu à eux et à elles au moment où on les rencontre. Je ne suis pas du tout en train de dire que le cyberharcèlement n'existe pas, etc., etc., mais en tout cas, on l'observe. Parfois, on nous interpelle, on a l'impression qu'il y a un vrai problème quand on arrive dans cette classe, et en fait, pas du tout. Donc ça, c'est un vrai constat. Après, on fait aussi des projets longs, mais quand on fait des projets longs, on aime beaucoup être dans la création. On estime que l'ex cathedra, déjà, de manière générale, ne fonctionne pas réellement. Mais l'éducation aux médias, il n'y a rien de mieux pour faire l'éducation aux médias que de les mettre en action, que de créer, que de se mettre à la place d'eux. Si on décide de faire un film, eh bien, on va le faire de A à Z. On va réfléchir, on va écrire une histoire, on va être derrière la caméra, on va réfléchir au montage. En fait, c'est ça aussi l'éducation aux médias. Comprendre les médias, c'est aussi comprendre comment ça fonctionne. Et donc, voilà, si on a cette possibilité d'avoir plusieurs ateliers, c'est parfait, ça nous permet de créer. Par contre, c'est vrai que quand on est sur du 2 fois 50 minutes dans des classes, c'est impossible de créer quelque chose avec les jeunes. Donc là, dans ce cas-là, on est plus dans l'échange. Et c'est ce qui arrive très souvent dans nos activités autour des réseaux sociaux, où on aborde plein de thématiques. Et puis c'est hyper enrichissant, parce que ça nous permet aussi de voir un peu sur quels réseaux sont les jeunes. Et c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure, mais comme on vient d'un point de vue extérieur, ils sont assez ouverts et ouvertes à pouvoir discuter de choses qu'ils ne discuteraient sans doute pas avec les parents ou avec les professeurs. Donc voilà, c'est un peu le... Merci beaucoup. Merci à vous. Je vois qu'on a Oui. Je vais juste me permettre une deuxième petite information de service, parce que la députée en a parlé tout à l'heure. On a une nouvelle offre de service au niveau de Be Cool at School, au niveau de notre service. Donc on propose aussi des animations en 5e, 6e primaire, qu'on a intitulé #TipTop, qui aborde le développement de l'esprit critique, l'éducation aux médias. Donc c'est vraiment des actions qui sont complémentaires, parce qu'on ne va pas nécessairement travailler directement les réseaux. On va parler de l'empathie, on va travailler l'esprit critique par rapport à différents médias. On utilise différents outils, différentes animations. C'est 3 animations de 2 heures de cours, plus un dossier pédagogique. Et voilà, ma collègue vous a préparé une brochure si jamais vous êtes intéressé. C'est des actions qu'on met en place aussi, et on a été formé notamment par Action Média Jeunes pour justement préparer tout ce dossier pédagogique. Donc voilà, c'était la deuxième petite information de service. Et il y a une question juste à côté de moi, merci. Oui, je voulais rebondir un peu sur le droit à l'image, et une autre question que j'ai entendue auparavant par rapport aux parents qui mettent sur les réseaux sociaux des images de leurs enfants. J'avais pas osé cette question piège là. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Il y a la fameuse question de droit à l'image, mais il y a aussi le fait que, est-ce que ce n'est pas encore plus inciter l'enfant à aller aussi sur les réseaux et d'aller dans ce sens-là, d'être plus dans le narcissique voilà. Merci pour cette question. Qui prend la balle? Allez, Maxime. Moi, je veux bien. On a l'habitude d'aborder cette question, que ce soit en conférence parents. C'est souvent moi qui la pose aux parents quand ils sont en face de moi. Parce qu'en effet, cette question de droit à l'image, on se la pose directement quand on a des adolescents, adolescentes. Est-ce que tu réfléchis bien aux photos que tu postes? Mais derrière, on a les parents qui postent très vite des photos de leur enfant, ou en tout cas qui diffusent le visage de l'enfant. De nouveau, c'est assez interpellant. Pour moi, c'est de nouveau un peu criant de ce manque de recul et de se poser aussi les mêmes questions qu'on pourrait poser aux enfants. D'autant plus, c'est un retour qu'on a aussi des jeunes. Ça les énerve. Ça les énerve de savoir qu'il y a des photos d'eux ou d'elles dans un bain tout nu, toute nue, quoi. C'est des choses qui arrivent et en fait, c'est assez problématique. Là, je vais parler très personnellement. Moi, je considère que c'est quand même assez problématique, parce que le droit à l'image, d'accord, les parents ont le pouvoir sur le droit à l'image de leurs enfants jusqu'à 18 ans. D'accord, c'est une chose, mais le droit à l'image, ça reste quand même très très personnel. Et c'est quand même important de se dire, le moment où on prend des photos de l'enfant quand il est encore bébé, il n'a pas encore le discernement nécessaire pour pouvoir dire oui d'accord ou non je suis pas d'accord. Et donc, oui, c'est assez interpellant, ça fait écho à ce qui a déjà été dit. On se pose ces questions pour les enfants, on se les pose beaucoup moins quand on est adulte, parce qu'a priori on serait plus éveillé. Voilà. Après, moi, là où s'arrête ma fonction, c'est que justement, on est organisation de jeunesse, donc nous, on travaille essentiellement avec les jeunes. On est bien sûr convaincu que l'éducation aux médias, ça continue aussi pour les adultes. C'est ce que font aussi plein d'autres organisations, Média Animation entre autres, qui eux sont en éducation permanente et donc sont face à des adultes majoritairement. Mais voilà, l'éducation aux médias, c'est tout au long de sa vie. C'est en constante évolution avec l'évolution des médias aussi. Cette question du droit à l'image, elle est omniprésente.
Mais voilà, c'est toujours cette limite. Nous, on essaye d'aborder cette question quand on est face à des adultes et face à des parents. Mais en tout cas, le retour des jeunes, c'est que c'est pas OK, quoi. C'est clairement pas OK. Ok, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Ici devant. Je vois. Merci aussi pour cette soirée. Mais je voulais vous dire que on a parlé beaucoup de jeunes ce soir. Mais pas plus tard que ce matin, j'étais à l'arrêt du bus et il y avait 7 personnes autour de moi qui attendaient le bus, dont une petite fille dans une poussette. Et tous étaient sur leur téléphone, tous sur leur smartphone. Et je me dis, est-ce qu'on est dans une société où les gens ne peuvent plus être vacants quelques minutes en attendant le bus? Est-ce que ça, c'est un problème? Ou bien est-ce que c'est moi qui me le pose un problème? Déjà, merci pour la question, qui je pense est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Gaëtan, je vois que tu as dégainé déjà. Mais est-ce que c'est un problème? Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a quand même un fonctionnement du cerveau qu'il faut essayer de comprendre et que l'ennui fait aussi partie des moments importants pour que le cerveau puisse respirer et encoder toutes les informations. Et je pense que, effectivement, il y en a plein, par exemple, si vous avez des enfants à l'UNIF qui sont en blocus et qui disent à un moment donné, je vais me changer les idées, je vais me faire une pause et je vais sur mon écran. Alors que finalement, on va activer encore son cerveau parce qu'on est face à quelque chose. Et c'est un neuropsychologue français qui disait, mais l'ennui est vital pour emmagasiner l'information. Et donc, je dirais, avant, quand on était à l'arrêt de bus, on regardait ce qui se passait. Maintenant, on va s'activer non-stop. Et donc, la déconnexion, à certains moments, est quand même très, très importante, ne fût-ce que observer ce qui se passe autour de soi. Tout à l'excès n'est pas bon, l'eau y compris. Et donc, à un moment donné, c'est de pouvoir voir le temps qu'on a sur un écran. Et si vous faites le test en regardant sur votre téléphone le nombre d'heures par jour sur un écran, et je le fais toutes les semaines parce que j'ai un petit rapport qui vient, et parfois je me dis, waouh, il faut que je me retire de ça parce que je suis assis 7 heures par jour, alors que c'est mon outil de travail, ok, mais à un moment donné, ça fatigue. Et donc, voilà, donc je pense que il n'y a pas de bonne réponse. Maintenant, c'est propre à chacun et il faut en prendre conscience. Vu qu'on est en mode automatique la majorité du temps, on ne prend pas conscience de comment est-ce qu'on fonctionne. Et de s'arrêter, et ça, il y a un livre, si je peux le conseiller, c'est L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel, qui permet justement de se remettre dans l'instant présent, donc dans cette fameuse pleine conscience, à un moment donné, et de savoir ce que je suis en train de faire et pourquoi est-ce que je le fais, et ne pas vivre en mode automatique la majorité du temps. Et c'est ce qu'on travaille avec les patients, en fait. C'est je comprends comment je fonctionne et pourquoi est-ce que je suis en train de faire cet acte-là, dans l'addiction, alcool, jeu d'argent ou autre. Et donc c'est ça qui est important, je pense. C'est, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais? Merci Gaëtan, merci madame aussi pour la question qui je pense est très pertinente parce que c'est un constat qu'on fait. Et par contre, j'ai quand même constaté que souvent, si on arrive à créer la conversation, les gens sont assez disposés à la créer, mais c'est vrai que l'écran crée quand même une barrière. Pascal, tu voulais... Oui, non, il y a les adultes, mais là où on évoquait l'importance de l'ennui, mais d'où l'importance de réserver ces temps-là aussi aux enfants, quoi, parce que c'est très tôt qu'on apprend à gérer ou non, plus ou moins facilement, ces moments où on n'a pas grand-chose à faire et on va commencer à déplier un imaginaire, etc., à déplier... Et puis, donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est important de laisser les enfants s'ennuyer, mais la formulation est assez maladroite, parce que normalement un enfant, il ne s'ennuie pas pendant 2 heures. Un enfant, il s'ennuie 5 minutes, on résiste à son appel, à ce qu'on le... il va d'abord demander à son parent pour qu'il l'anime un peu, alors parfois le parent doit être là quand même pour le soutenir, il en a besoin parfois, mais surtout après il va passer à il va passer à des jeux, à des choses qu'il va inventer, etc. Donc c'est vrai pour les adultes, mais c'est super important pour les enfants, quoi, d'avoir ces temps-là. Merci à tous, en tout cas on va devoir clôturer ici tout doucement. En tout cas, je tenais aussi à vous féliciter parce que si vous étiez présents ce soir, c'est que vous faites partie aussi de cette envie d'avancer, de se renseigner. Et je vous souhaite de vous ennuyer. Merci à tous les trois aussi d'avoir participé. Bonne soirée à tous.